Et salut à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM Web3 à un horaire un peu particulier pour des raisons personnelles. Je n'ai pas pu lancer l'émission ce matin, j'ai dû repousser à aujourd'hui 17h. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail du pourquoi, du comment, mais voilà, c'était un petit peu ennuyeux, mais je suis très content parce qu'on va pouvoir garder à peu près le même programme qu'on avait prévu, mais aujourd'hui à 17h. Donc, bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent petit à petit dans le live pour cette émission spéciale Multiversix en français. Ça fait des mois qu'on n'a pas parlé en profondeur de l'écosystème Multiversix sur lequel est né GM Web3, puisque je vous rappelle qu'il y a 2 ans, en mars, il y a 2 ans, l'émission s'appelait GM MVX. Elle était en français et elle était dédiée à Multiversix. C'était 1 heure par semaine à l'époque. Bon, depuis, le format a beaucoup évolué, mais je me suis dit que c'était pas mal de faire un point d'étape sur Multiversix en français, sachant qu'on le fait déjà évidemment tous les mercredis, mais en anglais. Et on a beaucoup de demandes de la part des francophones qui aimeraient avoir notre avis sur l'évolution en français dans la langue de Molière. Alors, avant de commencer, je remercie évidemment le partenaire de cette émission, l'école blockchain Alira, qui est la première école blockchain de France, qui depuis 2019 maintenant propose des formations liées aux crypto, à la blockchain, à l'intelligence artificielle et à toutes les nouvelles technologies. Des formations qui sont pour la plupart certifiées par le ministère du Travail et qui donc sont éligibles aux différentes offres. Moi-même, j'ai fait la formation de consultant blockchain il y a 1 an, un peu plus qu'1 an maintenant, en tant que consultant, et j'ai obtenu cette formation. Et elle m'a coûté 0, voilà, grâce à l'époque au Pôle emploi, pour tout vous dire. Alors depuis, Alira, c'est devenu un membre de la famille, puisqu'ils sont partenaires de l'émission. Moi-même, je suis devenu formateur chez Alira. D'ailleurs, jeudi prochain, je ferai ma formation en marketing Web3 chez Alira, et je serai même membre du jury pour cette session qui est en cours. Et on continue de parler d'Alira, puisque à 11h30, c'était l'horaire de ce matin évidemment, mais là ce sera 18h30 ce soir. Eh bien, je recevrai Daniel, le directeur pédagogique d'Alira, qui viendra nous faire un nouveau numéro de Crypto Théâtre, une toute nouvelle histoire basée sur des faits réels pour vous expliquer l'histoire de la monnaie. Et donc, salut à toutes et à toutes. Salut à Jimbox, salut Javier, salut Benpé, salut Boubou, salut Odile, salut Hakim. Je vais croire que cet horaire vous plaît plus que celui du matin, puisque je vois plein de nouveaux. Alors, je rappelle évidemment que l'émission sera disponible en replay sur l'ensemble des plateformes de podcast, mais également sur la chaîne YouTube, à laquelle je vous invite à aller vous abonner si ça n'est pas déjà le cas. Et évidemment, la partager, abonnez-vous. Sur YouTube, vous pouvez également nous soutenir, contribuer en payant pour 2-3 euros des souscriptions, des super. C'est plein de petites choses comme ça qui permettent de continuer ce qu'on fait aujourd'hui. Et puis, pour finir cette introduction, sachez que j'ai lancé il y a quelques semaines maintenant un Tipeee qui vous permet de contribuer, de soutenir l'émission à partir de 1 euro. Je vois le matin, ça pique. Ouais, imaginez-vous que moi, je me lève à 8h pour préparer les émissions. En tout cas, ce sera en fin de journée, GM Web3, pendant au moins encore, je pense, quelques semaines. Je vous le dis, parce que là, le matin, j'ai impossibilité de le faire. Donc, juste avant l'apéro ou pendant, vous verrez, l'émission va durer au moins, au moins assez pour qu'on puisse trinquer ensemble. Allez, parlons de trinquer, justement. Je vais recevoir mes invités du jour. On va commencer par qui? Alors, on commence par celui qui a le courage de mettre sa cam. Salut Matt, comment tu vas? Salut, ça va très bien et toi? Bah ouais, ça va. Alors, je vais augmenter un peu ton son parce qu'il n'est Ouais, pas ultra fort. Alors, moi, je pas l'augmente. de Est-ce que toi... problème. Là, c'est bon. Moi, je peux regarder de mon côté si le chat me Non, dit c'est bon. qu'on C'est m'entend nickel. mal. Ok, et nickel, C'est parfait. nickel. En tout cas, tu as un vrai setup de podcasteur. Ça me fait toujours rire de voir que mes invités sont beaucoup plus équipés que moi. Moi, je vous le dis, j'ai un ordi, ma cam, j'ai rien. Et des fois, je reçois, comme mercredi, je recevais, tu sais, Matt, je recevais celui qui a fait l'UX de Elrond, de Multiversix. Ok, Julian. ouais, j'ai vu, j'ai pas regardé, mais j'ai vu les annonces, sympa.
hyper intéressant. Et le mec, il a un setup, mais de professionnel, quoi. Et voilà, donc, bon, ça me fait rire, mais en tout cas, Faut investir un peu, ça coûte pas très cher, vendre quelques tokens, acheter un bon casque, un bon micro, mais même en soi, ça marche très bien à chaque fois que je viens. Enfin, tout marche très bien de ton côté, donc t'as pas besoin de plus, à mon avis. Ouais, puis surtout, franchement, vendre des tokens en ce moment, je sais pas si tu as meilleur conseil, mais C'est très dur, honnêtement. En ce moment, on n'a pas trop envie. non, On a mais acheté quand on peut, mais on n'a pas envie de vendre. on y reviendra en tout cas, mais non, non, enfin, a priori, le son et l'image va bien, à part le fond qui bug un peu chez moi derrière, parce que j'ai pas de fond uni, mais à part ça, Ok. ça va, donc voilà. On va recevoir le deuxième invité de la soirée. Ça me fait bizarre d'animer l'émission à 17h. Je vous le dis, j'ai des tics de langage où je vais parler du matin, hein, soyez pas surpris. Et c'est Foudre. Putain, Foudre, il est même pas foutu de nous mettre Hello, au hello. moins une PFP. Salut Foudre. Ouais, Il est trop je suis anonyme. désolé, ça fait littéralement 10 minutes que je bataille avec mon PC pour pouvoir mettre la caméra, ça marche pas. Ah là Ah, là, on va t'arrives à avoir- faire de on va- l'analyse on-chain, mais t'arrives pas à mettre une caméra sur un Ouais. call. C'est un truc de Non, fou. mais je pense que c'est parce que j'ai un setup de galérien très très spécial. En fait, je screen mirror comment dire, mon téléphone qui me filme, tu vois. Ok. Ok. Et ça marche pas avec le site, du coup, je sais pas pourquoi. Donc j'ai tout fait, j'ai essayé Ok. avec OBS, donc ça marche pas. Désolé. Bah non, mais c'est pas grave. Mais au moins, tu peux même pas mettre une petite PFP. Ouais, je regarde. Alors attends, comment je fais ça? Au moins. Bon, pendant ce temps-là, je vous préviens les copains, Matt, t'as l'habitude, t'es déjà venu une ou deux fois sur ce nouveau setup. Foudre, je crois que c'est la première fois sur le setup vidéo, mais il faut éviter de se parler les uns sur les autres parce que le système fait que ça vous coupe tous les deux. Donc, on va essayer de partager la parole comme d'habitude. Vous avez un petit chat privé en dessous qui vous permet de dire up, juste un petit up. Moi, ça me permet de savoir qui veut intervenir en premier. Et moi, comme d'habitude, voilà, je vais lancer les sujets, je vais partager la parole. Alors, à titre exceptionnel, je serai un petit peu plus qu'animateur parce que ça va parler de Multiverse X, donc forcément, j'ai aussi un peu mon avis sur la question. Mais je vais me mettre un peu en retrait. Et le but du jeu, c'est vraiment plus de vous écouter. Mais je me permettrai quand même de vous taquiner un petit peu. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, le programme, on a 1 heure et quart. Puisqu'ensuite on va recevoir Joachim qui viendra nous rejoindre et on parlera un peu d'actualité, de Pell Network, etc. Mais en fait, là, le but du jeu, c'est pas trop de parler d'actu, mais plutôt de parler de structure, si vous voulez bien. Mais j'ai gardé quand même un petit quart d'heure, 20 minutes pour parler de l'actualité. Enfin, on nous a demandé dans les commentaires de parler de Pell Network, de parler de la nouvelle fonctionnalité Wallet Abstraction de Joachim qui viendra nous en parler tout à l'heure. Donc, vous inquiétez pas, les copains. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. On les diffusera et on essaiera d'y répondre à la fin. Mais là, on va parler vraiment structure de Multiverse X. Alors, d'abord, premier exercice, qui veut se lancer, sachant que parmi celles et ceux qui vont nous écouter, il y a des personnes qui connaissent déjà Elrond, Multiverse X, et d'autres non. Donc, pour cela, qui souhaite se lancer pour essayer de présenter un petit peu Multiverse X sur sa genèse, sur l'origine, sur les fondateurs, sur la proposition de valeur initiale. Allez, on fait un retour en arrière en 2018-2019. Qui veut nous faire un petit topo sur Multiverse X qui à l'époque s'appelait Elrond? Qui veut essayer? Si vous voulez, je peux faire un topo historique et Foudre complétera sur la partie technique, parce que je pense que Foudre, t'es Alors bien non, le meilleur. alors là, on fait vraiment proposition de valeur, donc marketing, qu'est-ce qu'ils ont annoncé, parce que après la partie d'après, on va rentrer évidemment dans la tech, mais là, c'est vraiment, voilà, si tu devais présenter le Multiverse X en 3-4 minutes, d'où ça vient, comment ça a émergé, c'était quoi l'idée au départ, vas-y. Ok, je vais peut-être dire des bêtises, n'hésitez pas à me compléter s'il faut. Multiverse X, moi en tout cas quand je l'ai connu, c'était fin 2020. À la base, c'était l'ERD, un token qui a été lancé initialement sur Ethereum parce que le mainnet n'était pas disponible sur Elrond. Donc anciennement, ça s'appelait ERD, c'était un token sur Ethereum. Le launch pool a eu lieu sur Binance, donc le projet a été lancé là-bas. Ça, c'était fin 2020 de mémoire. Ensuite, Multiverse X, la blockchain s'est lancée, le token a été échangé, le RD a été échangé contre IGLD, Elrond Gold, à l'époque et encore aujourd'hui quand on parle du token, et le réseau s'appelait Elrond, donc, qui s'est développé en 2021. Ouais, vas-y. Je crois, mais je crois que tu as un an de retard parce que le mainnet, c'est en 2020 et le launch pool, c'est 2019 sur Binance. Ok. Ouais, c'est possible. Les dates historiques, je me souviens plus exactement. Je crois que la conversion a eu lieu quand même fin 2020 dans l'automne.
quelque chose comme ça. Le Faudrait- passage, il s'est fait. En tout cas, le mainnet, c'est en août 2020. Ok. Mais je crois que le launch pool sur Binance, je crois, là, je vois d'ailleurs, c'est juin 2019. Donc, Le c'est mainnet, c'est c'était plutôt, 30 juillet 2020, je crois. ouais. Ok. Mais donc, le lancement du token sur Binance, c'est juin 2019, un an avant. Et vous étiez là d'ailleurs à cette époque? Vous êtes arrivé à quel moment, vous, dans l'écosystème? Bonne question. Foudre? Moi, je suis arrivé. Alors, je connaissais déjà Elrond d'avant, parce que tu vois, je suis arrivé dans les cryptos vraiment fin 2020. Donc, j'ai découvert en fait Elrond avec une vidéo de Hasher. Je connaissais pas du tout la crypto encore à ce moment-là. Et je m'y suis intéressé que genre 3-4 mois encore après, tu vois. Et donc, EGLD, ça devait être une des toutes premières cryptos que j'ai achetées, je pense, avec style BTC et Ethereum. Et après, je suis vraiment rentré dans l'écosystème avec le Maiar Exchange. Tu vois, c'est là que la blockchain a commencé à vivre, tu vois. Donc, avant, il y avait encore très, 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 très peu de choses. Donc, Moi, disons j'ai le acheté. Maiar Exchange. Moi, j'ai acheté, je ne sais plus la date, mais je l'ai acheté, je sais, à 12 $, le EGLD. Je crois que c'était déjà EGLD, je crois, à l'époque. Et c'était absolument par l'intermédiaire de Asher aussi, via sa vidéo. J'ai trouvé le concept assez cool. D'ailleurs, on va y venir. C'était quoi, justement, le projet Elrond au départ? Mais ouais, pour vous répondre, c'est là. Et en vrai, je m'y suis impliqué réellement plusieurs mois plus tard, hein, sur Twitter et tout ça. Mais au départ, ouais, j'ai juste acheté une crypto à l'époque. Matt, on continue peut-être sur cette proposition. Comment ça nous a été vendu au départ, Multiversix? Comment ça a été vendu? À l'époque, c'était la grande bataille des layers 1. On parlait de scalabilité. C'était l'argument principal. Donc, un layer qui réalise plus de transactions plus rapidement que les autres, pour faire très simple. Donc, c'était ça avec moins de frais, bien entendu, parce que la bataille de l'époque, c'était aussi une bataille de frais. On avait Ethereum qui coûtait très cher, la BSC qui commençait à se démocratiser. Il y avait Solana d'un autre côté, Avalanche, quelques blockchains qui arrivaient, Polygon aussi qui arrivait. Et Elrond, donc c'était cette grande bataille de scalabilité, des frais moins chers. Et il y avait aussi un gros argument à l'époque, parce que Ether était en proof of work, et on parlait beaucoup de consommation énergétique, tout ça. Et Multiversix avait le drapeau et était un peu le porte-étendard de ces blockchains neutrales carbone, d'ailleurs, ils disaient, parce qu'ils avaient, ils avaient des crédits carbone, ils investissaient dans quelque chose, je ne sais plus le nom, je ne me souviens plus. Mais Multiversix se vendait sur la scalabilité, sur sa consommation énergétique négative via ses investissements. Et donc, à l'époque, c'était ça. Et aussi, c'était une blockchain shardée, même si je pense qu'on entendait moins parler du sharding à l'époque. Ça, c'est juste des souvenirs. Mais c'était surtout un argument de scalabilité au global. Je vous laisse me compléter encore une fois là-dessus. Ouais. Moi, je me rappelle de la vidéo de Asher. Et pour le coup, c'était sharding. C'était le truc. Ok. Cette vidéo de 45 minutes à peu près. Alors certes, il parlait, en fait, il dressait le problème. Le problème, c'est le problème de la scalabilité. Et la solution qu'apportait Elrond à l'époque, c'était le sharding. En tout cas, moi, c'est vraiment ce dont je me souviens. Foudre, tu veux compléter? Ouais, je suis assez d'accord. C'était clairement ce qui était mis en avant, parce qu'en plus, à l'époque, on parlait encore de sharding pour Ethereum 2.0. Donc, c'était vraiment, tu vois, un peu le narratif, on va faire le sharding avant Ethereum, tu vois. Et aussi, Oui, parce qu'on rappelle que le sharding fait partie de la roadmap Ethereum au départ. Alors depuis, on en parle beaucoup moins, hein, mais parce que maintenant, ils parlent de blob, ils ont un peu changé leur fusil d'épaule, mais le sharding, c'est dans la roadmap d'Ethereum. Je ne sais pas si les gens le savent, mais c'était dans la roadmap Ethereum avant de migrer vers la roadmap prolop-centrique qu'on a aujourd'hui. Et quelque chose de très important, je pense, pour comprendre Elrond à l'époque, en tout cas quand ça s'est lancé, c'est que même avant, tu vois, que le mainnet arrive, donc disons quand il y a eu le launch pool ou même quand le projet a été lancé, à l'époque, il y avait encore quasiment rien sur les blockchains. Parce que la DeFi Season, qui a vraiment amené, tu vois, toute une série d'utilités sur la blockchain, sur l'écosystème EVM, c'est arrivé, je crois, fin 2019, début 2020. Donc en fait, à l'époque, l'accent était paiement à 100%. C'est même la DeFi Season, c'est même août 2020. Ouais, c'est été 2020. J'ai fait un gros papier pour Tahiti Crypto là-dessus. On parle de l'histoire d'AV. Et c'est ça, c'est été 2020, entre fin mai et jusqu'à décembre, où on est passé à une TVL qui est passée de 1 milliard à 10 milliards. Où j'ai plus les ordres de grandeur exacts, mais un x10 sur la DeFi, des protocoles qui sont arrivés, Uniswap qui est airdrop,
Il y a eu plein de choses qui se sont lancées en l'espace de 4 mois à ce moment-là, Ouais. sur Ether. Donc en fait, Ouais. pour résumer, à l'époque, on est vraiment sur une blockchain, donc un réseau qui fait la promesse de pouvoir faire passer les transactions très rapidement, très peu cher, grâce au sharding. On est sur une blockchain dont les fondateurs sont roumains, donc c'est aussi une blockchain qui est européenne. Et c'est vrai qu'à l'époque, à part Tezos, la plupart des blockchains dont on parle, BSC, Ethereum, etc., ce n'est pas vraiment très européen, etc. Donc, il y a peut-être aussi ce côté-là qui peut attirer à l'époque, le côté, tiens, nous aussi, en Europe, on peut avoir on peut avoir de la tech. Je ne sais pas si ça a joué pour vous, ça, à l'époque. Pour ma part, non. Par contre, je sais qu'il y a un gros argument qui a joué. Moi, je connaissais très peu le Web3, l'investissement, tout ça. Et c'était un argument phare de Elrond. C'était Elrond Gold. C'était l'e-gold, l'or numérique. Ça paraît très bête aujourd'hui, une fois qu'on a les connaissances Web3. Mais c'était très bien marketé en tant que corps numérique. IGLD avec une supply limitée, pas un nouveau Bitcoin, j'extrapole, mais un token à supply limitée qui se voulait être l'or numérique. Et quand on connaît très peu le marché, moi je sais que je suis rentré en partie là-dessus grâce aux vidéos d'Asher qui vendaient très bien ça à l'époque, pour avoir accès à de l'or numérique. Ça paraît fou de dire ça aujourd'hui, hein, mais on rentre par des manières des fois. Je vais te dire, à l'époque, les gens, ils achetaient du XRP juste parce que c'était moins cher que Bitcoin. Donc, je vais te dire, chacun a son biais. Mais ce que tu dis est loin d'être déconnant, puisqu'en plus, l'analogie avec Bitcoin n'est pas complètement décorrélée, puisqu'on a une supply limitée, on a, pareil, un système d'inflation programmé. Donc, en fait, ils se sont quand même pas mal inspirés de Bitcoin, comme à l'époque, beaucoup de blockchains, évidemment. Mais tu vois, à la différence d'Ethereum, qui avait une supply illimitée, eux, ils ont quand même capé la supply, etc. Donc, ils ont quand même repris les codes de Bitcoin. Et puis le nom, e-gold, tu as raison, or numérique, or électronique plutôt, même si on veut e-gold, alors qu'on dit que Bitcoin est l'or numérique. Donc bien sûr qu'ils ont joué là-dessus, donc c'est normal que, j'allais dire que tu es tombé dedans, c'est pas le bon terme, mais c'est normal que ça ait marché, puisqu'ils ont joué évidemment là-dessus à l'époque. Et c'était un choix de tokenomique aussi, tu vois. C'est plus que un peu l'aspect, tu vois, marketing autour du nom. Il y a un vrai choix tokenomique dans celles de MVX qui sont différentes de celles de Ethereum ou d'autres réseaux, tu vois. Donc ça, c'est important à noter aussi. Et puis, il y a plein de petits easter eggs. Alors toi, je sais que c'est des choses qui te plaisent, puisque toi, tu es un grand lecteur, fan de littérature fantasy, mais aussi de mathématiques et d'ésotérisme, on va dire. Quand on voit le nombre de tokens, etc., il y a plein de petits easter eggs aussi. Tu veux peut-être nous en parler de ce que tu as en tête, peut-être. Je suis sûr que tu en as au moins un qu'on a tous en tête et que tu veux partager. T'as mis ésotérique juste après mathématiques, j'ai fait un bon mec. Mais je sais que l'ésotérisme, c'est en gros un propos que, en gros, pas grand monde comprend. Mais ça peut être mathématique, ou alors ça peut être fantaisie, ou ça peut être basé sur une culture qu'on n'a pas. Oui, le problème, c'est que ésotérique a 150 définitions différentes selon comment tu le prends. Donc oui. Moi, tu sais comment je le prends, l'ésotérisme de Benny. Oui, je sais. Tu sais. Non, mais pour revenir au petit easter egg, c'est que du coup, ils ont capé la supply par rapport au nombre pi. Donc 3.1415, etc. Et donc la supply de MVX, c'est 31 millions 45 450 000, etc. Donc ça, c'était un petit easter egg qu'ils avaient mis. Et j'avais trouvé quelque chose qui pouvait, nous donner un indice de pourquoi ils étaient partis là-dessus. Et je l'ai perdu au fond de la tête. J'avais trouvé ça un coup en regardant le modèle économique à l'époque. Faudrait que je retrouve. C'était assez intéressant. Si ça te revient, t'hésites pas. En gros, je pense qu'on a compris un peu le truc. Parlons un peu de techno maintenant, parce que alors technologie, je vais vous donner des termes. Adaptive State Sharding, Secure Proof of Stake. Ça, c'est un peu les deux propositions. Alors, dis-moi si je me trompe, mais c'est un peu les propositions de valeur technologique initiale de Multiversix. Ensuite, on parlera de Sovereign Chain, etc. Mais vraiment, à l'origine, moi, c'est les deux termes que je retrouve. Tiens, Chorizor, il y a une demande pour toi. Matt. Voilà. Oui, Chorizor, je t'aime beaucoup, il a rajouté beaucoup, désolé Chorizor. Donc, Adaptive State Sharding et
Secure Proof of Stake. Alors là, on va peut-être laisser Foudre, mais Matt, n'hésite pas évidemment à intervenir si tu veux. Est-ce que tu peux nous expliquer d'abord c'est quoi le sharding? Ensuite, c'est quoi il est adaptatif, ça veut dire adaptive, ça veut dire quoi? Et ensuite, Proof of Stake, on connaît, ok? Mais vous avez rajouté Secure. Qu'est-ce qui fait que, voilà, si tu peux, Foudre, nous vulgariser un peu tout ça pour qu'on comprenne, ce serait trop bien. Alors, l'adaptive state sharding, je pense que la meilleure façon de le représenter, c'est déjà d'expliquer les 3 types de sharding qu'il y a au sein du réseau MVX. Donc, il y a le sharding de l'état, donc d'où le state. Donc, c'est-à-dire que l'état de la blockchain, donc en gros, le registre de la blockchain est divisé en plusieurs parties. Donc, en fait, réellement, on a 4 blockchains qui tournent en parallèle sur MVX à l'heure où on parle. Ensuite, tu as le sharding du coup de réseau, qui est du coup cette notion en fait d'avoir plusieurs shards qui tournent en parallèle. Et ensuite, tu as le sharding, que je dise pas de bêtises, parce qu'en fait, il y en a deux qui ont toujours la data, non? non, data c'est le state. Et l'autre, en fait, c'est l'exécution. Ça veut dire que tu as les validateurs en fait qui sont spread sur différents réseaux. Et donc, pourquoi on dit qu'il est adaptif? Parce que en soi, c'est mon micro qui gratte comme ça ou? Non, c'est moi, j'ai oublié de me mute, Okay. Excuse-moi, vas-y. Là, je voulais être sûr que c'était pas le mien parce que des fois ça le fait. Et du coup, à propos de l'adaptatif, c'est que le réseau est designé en fait pour pouvoir ajouter plus de shards que ce qu'on a aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a 4 shards. Donc par exemple, le réseau est fait pour automatiquement se rebalancer et ajouter un nouveau shard si jamais les 4 shards d'aujourd'hui sont congestionnés ou qui manquent simplement de scalabilité. Donc voilà pour l'adaptatif. Okay. D'accord. Donc ça, c'est clair. Le sharding, c'est quoi en gros? Même si tu as un peu expliqué, mais le concept, c'est quoi? C'est d'avoir plein de petits bouts de chaîne en parallèle, en fait, des fragments, hein, ça, shard en français? Ouais, c'est simplement du partitionnement. Donc en fait, c'est beaucoup utilisé dans les data centers, tu vois, pour gérer pareil l'état, les données, etc. Et ouais, simplement, Alors, la façon la plus simple de le voir, c'est de dire qu'il y a plusieurs blockchains qui tournent en parallèle. Tu vois, ouais, mais en fait, ce que j'ai bien compris, c'est que chaque shard, à un moment donné, il renvoie quand même vers la méta-chain, vers la chaîne principale. C'est comme ça que ça fonctionne, non? Alors, ça dépend des différents types de sharding et des différentes implémentations techniques, mais sur MVX, on a ce qu'on appelle du coup, entre guillemets, une beacon chain, c'est-à-dire une chaîne qui s'occupe de l'organisation des autres shards. Et du coup, on l'appelle la méta-chain chez nous. Mais par exemple, sur Ethereum, ça devait s'appeler la beacon chain à l'époque, quand ils avaient encore la roadmap sharding. Donc, c'est important de ne pas confondre les shards et, par exemple, les subnets ou les roll-up, où là, pour le coup, c'est différent. Parce qu'il y en a certains qui peuvent se valider tout seuls, d'autres qui doivent aussi renvoyer les infos sur la chaîne principale pour être ensuite settle, enfin validé, finalisé, même on peut dire. Donc ça, c'est important aussi de bien faire comprendre à tout le monde ce que c'est. Ouais. Si je peux ajouter juste un truc par rapport à ça, c'est la différence entre ce qu'on appelle le sharding qui est homogène, donc comme sur MVX, c'est-à-dire que tous les shards sont exactement les mêmes réseaux, avec le sharding qui est hétérogène, où justement tu permets à d'autres blockchains avec des différentes caractéristiques qui sont choisies, des différents validateurs, de fonctionner tous ensemble. Donc c'est la vision qui est assez différente entre MVX et par exemple Polkadot et Avalanche. C'est ça, j'ai fait une émission spéciale Avalanche mardi avec Gourou et Crido. J'ai appris, mais vraiment, c'était hyper intéressant. Vous pouvez retrouver l'émission en replay sur YouTube. Et pendant 1h30, on s'est intéressé à Avalanche. Pareil, l'histoire, la tech, l'écosystème. Tout ce qu'on va faire pour MVX, on l'a fait pour Avalanche. Je l'avais fait juste avant sur Ethereum. Et sachez que bientôt, dans quelques semaines, on fait pareil avec Solana. Comme ça, on essaye de comprendre un petit peu les différents écosystèmes avec des gens qui les connaissent, évidemment. Alors, vas-y. Maintenant, Proof of Stake. Secure Proof of Stake. Pareil, tu peux nous expliquer Proof of Stake
Bon, on rappelle rapidement ce que c'est. Le concept, c'est de mettre en jeu des tokens en les immobilisant sur le protocole et c'est ça qui fait la protection, puisque les gens, si tu as déposé des tokens, tu n'as pas intérêt à niquer la chaîne, évidemment. Et après, je la fais simple. Et par contre, Secure, c'est quoi la différence? Pourquoi vous avez rajouté, je dis vous, parce que Foudre, tu fais partie un peu de la team MVX. Pourquoi vous avez rajouté Secure? Je vois pas de quoi tu parles, mec. Je rigole. Donc, le proof of stake, en fait, au départ, il y a eu le proof of stake d'Ethereum. Ensuite, on a vu arriver des delegated proof of stake. Donc, en gros, n'importe qui peut venir déléguer des tokens aux validateurs. Et en fait, MVX est venu rajouter un niveau de sécurité par rapport à ça, qui est d'avoir de la randomisation, donc de l'aléatoire en fait dans le choix de qui valide à un certain moment. Et ça, c'est donné par ce qu'on appelle une VRF, donc une source c'est source aléatoire vérifiable, verifiable randomness source ou quelque chose comme ça. Et c'est juste à propos de ça, du coup, le secure, c'est qu'on a vraiment comment dire, une organisation ou même un choix des validateurs sur chaque bloc qui n'est pas connu à l'avance et qui est choisi vraiment à la fin du dernier bloc, à la fin du bloc, disons N-1, on connaît le validateur du bloc N qui est l'actuel. Contrairement par exemple à Solana où tu connais le schedule, donc le plan, j'ai pas le mot en français. Le programme, quoi. Le programme, voilà. Le programme des validateurs, je vais pas dire de bêtises, mais quelques heures à l'avance au moins. Ouais. Donc c'est Verifiable Random Function, le VRF. Voilà, c'est ça. Merci. De voir. Ok, donc c'est ça c'est pour ça qu'on a rajouté Secure, c'est par rapport à cette randomisation. Exact. Parce qu'en fait, connaître les validateurs à l'avance, potentiellement, tu peux être sujet à des attaques, c'est-à-dire que tu peux cibler un validateur ou une série de validateurs pour, par exemple, censurer la chaîne. Ce qui, du coup, n'est pas possible sur MVX. Et ça, est-ce que c'est typiquement, est-ce que c'est un risque qui s'est déjà avéré réel? Ça a déjà arrivé, ce type d'attaque sur un proof of stake qui n'a pas ce modèle de randomisation, ou est-ce que c'est juste un risque théorique qu'a souhaité adresser Multiversix? Alors, pas à ma connaissance. J'ai jamais entendu parler d'une attaque comme celle-ci pour l'instant, parce que ça reste quand même une attaque, tu vois, coordonnée, assez complexe, mais potentiellement, si tu arrives à comment dire, une taille comme Bitcoin où tu peux avoir des États qui ont envie potentiellement d'attaquer la blockchain, c'est le genre de fragilité qui peut être importante à avoir résolu, tu vois. Est-ce qu'on peut faire l'analogie avec Bitcoin sur lequel, alors c'est pas forcément, enfin il y a de l'aléatoire puisqu'effectivement chacun alloue de la puissance de calcul et puis à la fin, à force d'essayer plein de résultats, ça peut tomber sur toi comme ça peut tomber sur quelqu'un d'autre. Il y a de l'aléatoire évidemment. Est-ce qu'on peut faire une analogie avec le système du minage de Bitcoin ou pas du tout? Oui, exactement. Tu vois, sur le minage, donc tu as une chance par rapport à ta part sur la puissance de calcul totale qui sécure Bitcoin. Ça représente plus ou moins en fait ta chance d'être choisi entre guillemets d'être choisi, de trouver la solution au problème mathématique de Bitcoin qui te permet du coup de proposer le bloc. Et c'était un des doutes qu'il y avait au début sur le proof of stake, c'est-à-dire que ce n'était pas entre guillemets aléatoire, donc il fallait trouver quelque chose qui pouvait le permettre, et c'est fait via en fait cette source aléatoire. Ok, très clair. On continue. On va parler des prérequis hardware pour faire tourner un nœud, parce que ça aussi c'est important pour la décentralisation. Donc typiquement, si on prend le nombre de validateurs, on reviendra sur les metrics tout à l'heure, mais peut-être on va parler là de la décentralisation, parce qu'on a parlé de la sécurité, bien sûr. La décentralisation, c'est il faut que le consensus se fasse avec le plus de nœuds possible. On va parler du consensus. C'est consensus de Nakamoto, non? C'est quoi déjà le truc de Nakamoto? Pour Bitcoin, oui, c'est ça, le consensus de Nakamoto.
Voilà, bon. Et ben bref, donc il faut de la décentralisation. Donc pour ça, il faut plein de nœuds. Et puis surtout, parce que si tout le monde si les nœuds, il y en a plein, mais qu'ils appartiennent à la même entité, en vérité, ça revient un peu au même, quoi. Donc parlons quand même un petit peu, si tu veux bien, si vous voulez bien, n'hésite pas, hein, vraiment, Matt, à tout moment, hein. Parlons de la décentralisation. Combien de nœuds? C'est quoi les prérequis pour faire tourner un nœud? Que ce soit les prérequis en nombre de GLD stackés, mais aussi les prérequis, le hardware. Il faut quoi comme matos pour faire tourner un nœud, et puis peut-être aussi les entités qui se trouvent derrière, la décentralisation. Enfin voilà, je ne sais pas qui veut aller là-dessus. Foudre est très bon pour tous ces points techniques, donc je préfère le laisser plutôt que dire n'importe quoi. Et je pense que ce que tu cherchais, c'était le coefficient de Nakamoto, surtout qui représente la décentralisation d'un réseau. Mais je te laisse compléter, Foudre, parce que tu es excellent dans tout ça et plus précis que moi. Mais ouais, n'hésite pas si jamais tu as quelque chose à rajouter ensuite, Matt. Ouais. Donc aujourd'hui, les prérequis, alors je vais pas vous balancer les prérequis techniques parce que ça parlera pas à beaucoup de gens, mais disons que... Non mais si, parce que là on voit sur Twitter, il y a des mecs qui disent je peux faire tourner avec un nœud avec un téléphone. Donc si. Oui, mais je vais pas te dire que c'est un quad-core qui fonctionne moi, avec... Voilà, tout ça. Voilà, exactement. Avec un téléphone. Donc les prérequis sur FVX sont vraiment très bas. C'est plus bas qu'Ethereum. Disons que c'est quasiment 2 fois plus bas qu'Ethereum, voire... en théorie, c'est 2 fois plus en requirement, donc qui est requis par, qui est proposé par la foundation, c'est 2 fois plus faible que les nœuds d'Ethereum aujourd'hui. Mais en réalité, tu peux presque le faire tourner sur un nœud qui est 4 fois moins puissant que sur Ethereum. Donc globalement, si vous voyez ce que c'est les petits Raspberry Pi, qui sont des micro-ordinateurs qui sont plus petits qu'un téléphone et qui font qui coûte quelque chose comme entre 100 et 150 euros. Ça suffit à faire tourner la blockchain MVX aujourd'hui. Donc c'est vraiment très très faible. Et après, en termes de décentralisation, donc aujourd'hui, en fait, donc on a un nombre maximum de nœuds qui peuvent valider la chaîne en même temps sur MVX. Donc c'est 3200 et en fait, il y en a 800 par shard, sachant que sur les 800, en fait, il y en a 400 qui valident la chaîne tous les jours et les 400 autres en fait qui attendent leur tour. Donc il y a un roulement qui permet en fait de venir mélanger en fait les validateurs selon les shards. Donc c'est pour ça que tu as entre guillemets 2 batchs, un batch de 400 qui valide et un batch de 400 en fait qui attend d'être assigné à un nouveau shard, et en fait ça fait un roulement comme ça tous les jours. Et du coup, c'est 3200. Pourquoi 3200? Parce que sur beaucoup de blockchains, en fait, il y a des... Comment dire? Tu es capé en termes de nœuds, en termes d'entités en fait, qui peuvent communiquer entre elles pour pouvoir former le consensus. Donc, c'est une des limitations qu'on a aujourd'hui sur les blockchains proof of stake comparé à ce que tu peux avoir sur du proof of work, par exemple. C'est que au bout d'un moment, par rapport aux messages qu'elles doivent s'envoyer et qui pèsent trop lourd à un moment donné, elles sont limitées par quoi? C'est ça, ouais. En fait, elles doivent communiquer ensemble pour se mettre potentiellement d'accord sur le consensus, pour pouvoir s'envoyer les blocs entre qui a validé, qui doit vérifier. Donc en fait, tu as ces problèmes. Et aujourd'hui, du coup, sur MVX, sur les 4 shards, ça fait 3200 au total, sachant que si on rajoute un 5e shard, du coup, on passerait à 4000. Et au niveau des requirements, du coup, en EGLD, alors il n'y a pas... alors avant, on avait un cap, c'est-à-dire que c'était 2500. Et maintenant, il n'y en a plus, c'est-à-dire que c'est totalement décidé par l'offre et la demande en réalité. Et aujourd'hui, en fait, c'est 4000. À peu près 4000 EGLD pour pouvoir valider. Donc, c'est fait en fait avec une auction entre les validateurs. Donc, une enchère, exactement. Entre les validateurs, à combien de GLD ils sont prêts à mettre? 72 000 dollars. Ouais. À peu près. Ok. Aujourd'hui. Donc voilà, c'est totalement le marché en fait qui décide de ce nombre aujourd'hui. Donc si ça venait à descendre, à redescendre à 2500, ça redescendra à 2500. Ok. Moi j'ai une question pour vous les gars. Je sais pas, une question qu'on peut se poser. Aujourd'hui, tu disais qu'on avait 4 shards. Donc on a la chaîne principale et 3 chaînes, on va dire 3 autres, non? C'est ça, tu as le shard 0 et après tu as le shard. Voilà, tu as un layer du coup de settlement qui est la métachaîne, donc Voilà, un layer de notarisation.
Et ensuite, les 3 shards réels là où les users en fait sont. Aucun user Là où peut se être sur passe une l'exécution essentiellement. Exactement. Ok. Ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de shards alors qu'on fait, j'ai regardé à peu près 300 000 transactions par jour en moyenne. Je ne parle pas des pics, hein, évidemment. Pourquoi au départ, ils en ont lancé, j'allais dire, autant alors que le besoin n'était pas visiblement nécessaire? Est-ce que c'est pour... c'est du POC, en fait, on montre que ça existe, donc il fallait bien les lancer pour voir si ça marchait, ou est-ce que c'était parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il y ait plus de transactions à un moment donné? Et est-ce que si on se rend compte qu'il n'y a pas de transactions, est-ce que ça vaut pas le coup de supprimer un shard, ou est-ce que de toute façon, ça coûte rien, on le laisse, on s'en fiche? Enfin, c'est quoi un peu la stratégie, à votre avis, de Multiversix sur, sur ces shards en l'état? Je pense qu'il y a clairement une histoire de POC. Ça évite, tu vois, de dire on fait du sharding, enfin d'être casé en fait dans la case blockchain qui font du sharding, alors qu'en réalité tu le mets, comment dire, en exécution 3 ans après que ta blockchain ait été mis en route, par exemple comme NIR. Donc c'était très important, je pense, au départ d'avoir ce proof of concept qui marche. Après, pourquoi 3, je sais pas. J'ai pas l'information pourquoi 3. Ça aurait pu être 2, par exemple, pour au moins prouver que ça marchait. Et ça aurait pu être plus, mais après, tu vois, je pense que vu les capacités de chaque shard, en mettre plus, c'était obvious que ça allait être beaucoup trop pour ce que, comment dire, pour la charge de la blockchain en général, parce que même, tu vois, les premiers, dans la première version, c'était 5000 transactions par shard. Aujourd'hui, on tourne plus autour de 10 voire 15 000. Mais tu vois, 5000, aucune blockchain fait 15 000 transactions par seconde, tu vois. Donc même là, ils étaient larges, entre guillemets. Ok. Alors, on va parler maintenant des métriques, un peu de la chaîne. Quelques chiffres pour voir un petit peu où on en est. Alors, moi, je les ai, mais je les ai pas tous. Et donc, peut-être aussi, je vais vous demander si on parle des métriques avec lesquelles on compare en général, les infras, on va parler de la TVL, le nombre de validateurs, on en a parlé. On va parler aussi peut-être du pourcentage de tokens stakés. On va parler du nombre de transactions. On va parler du volume de transactions. Je ne sais pas si vous avez des chiffres à partager pour qu'on voit un petit peu en moyenne sur l'année écoulée, ou quelques chiffres pour voir un petit peu où on en est sur l'activité de la chaîne. D'ailleurs, on peut partager X Explorer, qui est l'explorer sur lequel vous trouvez toutes les statistiques sur l'activité de la chaîne. Juste, pardon, messieurs, quand vous ne parlez pas, si vous pouvez muter, parce qu'on entend les clics de votre souris. Moi, je le fais évidemment lorsque je ne parle pas. Donc, je vais partager le site pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Mais ouais, si vous voulez partager quelques métriques pour qu'on ait une idée de l'état de Multiversix. Ouais, je me permets de commencer. L'Explorer, déjà, on a probablement des meilleurs Explorers, tout écosystème confondu, et ce depuis longtemps. Il y a pas mal de métriques dessus. C'est vraiment le meilleur endroit pour voir on-chain et l'activité. Le nombre de validateurs, vous en avez parlé. Le nombre de transactions daily autour des 300 000, un peu comme tu dis, avec une capacité, Foudre disait, de 10 à 15 000 par shard par seconde au maximum. Donc ça, c'est les métriques globales. Après, si on regarde on-chain aussi, ce qui est intéressant, c'est de regarder le nombre de coins stackés, d'IGLD stackés. On est à 53%, à peu près 15 millions d'IGLD stackés, en baisse quand même sur ces derniers mois. On l'observe, je ne sais pas pour quelle raison, mais on voit une légère baisse de ce côté-là. C'est comme partout, on a regardé la même chose sur Avalanche, etc. En Ok. fait, ça tient essentiellement au cycle crypto en général. En fait, en période de bear market, il n'y a pas beaucoup de volume d'échange, parce que donc les gens ils stake, et là ils imaginent soit pour arbitrer pour aller sur d'autres coins, ce qu'on peut entendre, soit pour vendre et prendre des profits, et donc forcément le staking a un peu moins le vent en poupe. J'ajoute aussi qu'en période d'activité importante, les protocoles DeFi sont aussi plus attirants, et donc forcément on peut arbitrer pour des stratégies d'optimisation un peu plus intéressantes que juste le staking. Ça peut expliquer sans doute pourquoi le taux est passé à l'époque, tu as raison, on était à 60-65 à 53% aujourd'hui. Ouais, ce qui reste un très très bon taux de staking au global. Si on compare aux autres chaînes Proof of Stake, c'est un très bon taux. Ça, c'est les métriques globales. Après, si on veut parler de TVL, on peut regarder DeFi Llama. Moi, c'est ce que je regarde. Je ne sais pas si vous avez mieux, mais je regarde souvent DeFi Llama en termes de métriques TVL.
Sur MVX, il y a énormément de manières de prendre en compte la TVL de différentes chaînes, de différents protocoles. Aujourd'hui, ils affichent 90 millions de TVL sur DeFi Lama, ce qui est assez faible à peu près. Même toi, tu as 71 millions, moi j'ai 90 parce que j'ai dû changer 2-3 paramètres, je pense. Donc voilà, on est à peu près autour des 100 millions de TVL sur majoritairement un protocole DeFi qui s'appelle Atom, et qui doit représenter, j'ai pas l'ordre de grandeur en tête, mais qui doit représenter un peu plus de 50% de la TVL de la blockchain. Donc une TVL qui est moyenne MVX au global. Dans les blockchains, ça doit être la 30e à peu près en termes de TVL. Tu vois, c'est rigolo parce que là... Attends, tu m'entends? Ouais. C'est rigolo parce que là, tu vois, ils nous mettent 71 millions. Par contre, quand on va en dessous, là, on voit que Atom serait à 84 millions. Mais visiblement, il y aurait... Ouais, vas-y, Foudre. Si tu vas dans le coin, il y a un petit toggle où tu peux sélectionner en fait ce que tu veux. Donc un peu plus haut, au-dessus du chart. Ouais. C'est tout en haut, ouais. Là? Non, encore un peu au-dessus. En fait, on le voit pas nous directement, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais. Et par exemple, tu peux mettre le liquid staking qui représente une grosse part de la TVL. Évidemment. Et par exemple, tu peux mettre aussi les borrows qui est important. Et en gros, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, il y a beaucoup de manières de calculer la TVL. La TVL, c'est la valeur totale bloquée on-chain. Et selon ce que vous prenez, des fois, il y a des doubles comptes. Par exemple, on stake un token qui est liquid staké. Après, on va le déposer. D'autres personnes vont l'emprunter, puis le déposer en LP, faire des boucles. Et en fait, avec $1, on arrive à $3 de TVL. J'extrapole au maximum pour comprendre. Non, mais donc, il y a beaucoup de manières de calculer cette TVL. Simplement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous regardez la TVL d'une manière sur une chaîne, regardez-la de la même manière sur les autres chaînes. Et par rapport à cette TVL, donc ce qui est important, moi j'aime la regarder dans le coin de la blockchain pour voir comment elle évolue, parce que la TVL est dépendante du coin. Si l'IGLD fait x10, la TVL aura une tendance à faire x10 aussi. C'est pour ça que la TVL, par exemple, sur Solana a énormément explosé. C'est une des raisons, c'est pas pour ça, mais c'est une des raisons de pourquoi la TVL sur Solana a explosé en 2024, parce que le coin s'est très bien porté. Ce qui est important aussi en TVL, c'est de regarder la TVL en stablecoin. Donc, voir la valeur en stablecoin qui est bloquée sur la chaîne. On était à 12 millions à peu près il y a 2 semaines avant l'arrivée du Hush, dont on reparlera peut-être plus tard. Donc, on doit être globalement autour des 15-16 millions aujourd'hui. On peut le voir sur DeFi Lama aussi. 12, hein. Ils affichent toujours en stablecoin, ils affichent toujours 12,18. Hein, ils n'ont pas pris en compte le Hush encore sur DeFi Lama, il n'est pas intégré. Ouais, on n'a pas encore poussé l'update pour avoir du coup toute la TVL qui est en relation avec Lush et du coup aussi Lush en tant que stablecoin. En tant que TVL, tu vois, c'est confirmé par un membre de l'audience qui nous dit que ça n'a pas encore été mis à jour. Alors, je précise quand même pour que tout le monde comprenne. Enfin, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est comme ça que je le vois. La TVL, c'est un élément qui est ultra important. Je ne dis pas que c'est un élément qui permet au dollar près de comparer deux chaînes, je ne pense pas. En revanche, c'est important parce que par définition, plus il y a d'actifs qui sont sur une chaîne, qui sont immobilisés ou qui sont mis en jeu, entre guillemets, sur les différents protocoles de finance décentralisés, plus ça veut dire que les acteurs ont confiance dans cette chaîne. Donc, typiquement, si tu as du stablecoin sur Multiversix à hauteur de 18 millions, ça veut dire qu'il y a, c'est le poids, en fait, de la confiance qu'on va mettre dans cette chaîne pour le trafic de stablecoin. Pareil sur les protocoles DeFi. Et donc, forcément, c'est un élément qui est extrêmement important. Et souvent, il est corrélé au prix du coin. Alors, pas toujours, mais parfois. Et donc, il peut aussi donner une indication lorsque la TVL a tendance à augmenter. Ça peut avoir un impact sur le prix. Donc, c'est pour ça que la TVL, ça revient souvent. Mais merci pour les précautions que tu as mises sur le calcul de cette TVL. On en a parlé avec Arnaud plusieurs fois par le passé. Et c'est vrai que c'est des éléments qui sont importants. Tu peux pas. Voilà, faut. La TVL, le prix du coin a un grand impact parce que énormément de LP sont faites dans le coin. Souvent, on parle de liquid staking, quand on parle de TVL, tout ça. Le seul un peu cas à part, on va dire, ça peut être Base qui n'a pas de coin aujourd'hui. C'est pour donner un exemple, il y a une TVL qui croît, qui montre quand même que l'écosystème se développe bien. Et la TVL donc indique à la fois la confiance en un écosystème, mais aussi sa création de valeur. Un écosystème qui a beaucoup de TVL, c'est des DApps qui vont générer du volume, qui vont générer du revenu, tout simplement, qui va pouvoir être réinvesti. Plus un écosystème a de TVL, plus il crée de valeur, et plus, en gros, il faut voir ça comme une entreprise, comme ce que vous voulez. Et à partir du moment où vous avez de la valeur de l'économie
sur votre écosystème, c'est plus simple pour cet écosystème de se développer. Exactement. Et c'est pour Très ça bien. que plus que de la confiance, je voulais parler de productivité dans ce cas-là. Donc, si par exemple, tu as une blockchain qui a, disons, 50% de la market cap totale de la blockchain en TVL, ça te donne une bonne idée de la productivité par rapport relatif à la taille en fait de cet écosystème-là. Si tu as un écosystème qui est très grand, mais tu as seulement 5% entre guillemets de la market cap qui est entre guillemets du coup de l'argent qui est productif et qui fonctionne et qui est échangé potentiellement dans des lending protocoles, etc. Comparé à un écosystème qui est plus petit, qui a la même TVL mais qui a 60% de sa market cap, ça te donne une bonne idée en fait de la différence de productivité en fait de ces blockchains-là. Et par rapport à Intéressant. ça, MVX est toujours très bien classé, je crois. J'ai pas vérifié, je vais regarder là en live, mais en termes de ratio TVL par rapport à la market cap du coin, MVX a toujours été dans les blockchains les mieux classés. Enfin, depuis l'arrivée d'Atom. Hein. Oui, bien sûr. Avant Atom, il n'y avait pas de DeFi, hein, tout simplement. Ouais. Il y avait un DEX et puis. Non, mais est-ce que tu peux considérer que les NFT, c'est de la TVL finalement. Mais les gens ne calculent pas comme ça. Mais il y avait. Non, sur la chaîne. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai, les NFT ont une valeur, mais c'est pas de la. À mes yeux, c'est en fait, t'as pas de. T'as du maintien de valeur, mais t'as pas de rétention et de création de valeur, où c'est plus dur en tout cas de sustain de la valeur avec des NFT, parce que déjà t'as pas l'aspect stablecoin en plus qui est là, qui va pouvoir générer de la valeur et être réinvesti dans ton écosystème, mais les NFT ont une grande importance, vraiment, il faut pas le négliger. Enfin, tout a de l'importance dans tous les cas dans un écosystème, parce que les DApps, les produits vont te créer de la valeur qui va être réinjectée dans ce même écosystème. Donc, il ne faut pas négliger les NFT, sauf que MVX, on a eu une saison qui était un peu inverse. Il faut la DeFi, et là, c'est que à mes yeux, à moi, mais la DeFi, c'est quand même aujourd'hui le pilier de la blockchain. C'est là où tu crées, tu génères de la valeur. Et les NFT, c'est un atout qui vient par-dessus, un peu comme les mêmes coins, on pourrait dire, même si c'est de la DeFi. Et à MVX, en fait, on a eu un peu une NFT saison à l'envers. On n'avait pas de DeFi, donc on a eu de l'activité, mais pas de la création de valeur, mais pas de rétention de valeur, parce que une fois que tu générais ton profit en NFT, t'avais rien à faire à part rester dans une LP sur MVX. Donc, c'était un peu compliqué. Et on peut peut-être. On va avancer, les copains. Je suis désolé, il faut qu'on avance parce que tu dois vraiment partir à 18h, Matt. Non, en soi, je peux rester. De toute façon, j'ai juste apéro ce soir, donc je peux rester encore jusqu'à la fin. Tant qu'on finit pas à 20h, ça va. Non, pas du tout. Ça, c'est sûr que non. On va devoir terminer le point Multiversix à 18h30. Mais comme j'ai pas mal de sujets, j'aimerais quand même qu'on garde un petit quart d'heure pour la partie un peu actu. C'est pour ça, si vous voulez, on va avancer. Mais croyez-moi, on va parler là justement de l'écosystème, donc des DApp. Donc, ça va faire une transition parfaite. Donc, l'écosystème de Multiversix aujourd'hui, on va parler des consumer apps. On va parler de DeFi, évidemment. Ça te fait rire? C'est un commentaire qui te fait rire? Il voulait faire une sieste avant l'apéro et je l'ai fait. Ouais. Je l'ai fait avant de venir, vrai temps. Non, mais n'hésitez pas à commenter, à poser des questions aussi, hein, évidemment. Donc, je disais, on va parler de Consumer App, on va parler de DeFi, évidemment. Hein, on va parler de RWA. On a quelques projets RWA sur la chaîne. Et puis, peut-être aussi, voilà, donc on ne pourra pas citer toutes les DApp, mais peut-être les plus importantes. On va commencer, évidemment, par Atom. En plus, c'est bien parce qu'on a deux gars qui sont proches quand même d'Atom, hein, on peut dire, avec nous. Donc, voilà, donc peut-être si vous pouvez parler là encore. Imaginez qu'on parle à des gens qui ne connaissent pas bien Multiversix. Donc, peut-être voilà, les principaux protocoles. Donc, on va parler d'Atom, on va parler. Oui, t'inquiète pas, Javier, on va parler de Jackchange. Je le voyais venir là, comme ça. Voilà, je ne sais pas qui veut commencer. Une petite overview des différentes applications et protocoles sur la chaîne. Matt. Vas-y, Foudre, et parle d'Atom et je prendrai le reste si tu veux. Ok, j'allais te dire de prendre et j'allais compléter vu que j'avais déjà fait la partie tech, mais comme tu veux. Donc, ouais, tu veux que du coup que je fasse un ouais, tu fais un petit overview de tout et on commence par Atom parce que bon, bah voilà, on a parlé de DeFi, ça fait une transition parfaite. Et puis après, on parlera aussi des autres DApp. Voilà, quelqu'un qui veut découvrir Multiversix, voilà, qu'est-ce qu'il doit connaître, des trucs un peu incontournables de la chaîne. On parle que des trucs qui marchent bien, on parle pas des trucs morts ou voilà, sinon voilà. Donc, sur MVX, en tout cas, au niveau DeFi, donc, il
il y a le lending protocole principal qui est Atom. Ensuite, en DEX, on a deux voire 3 DEX différents. On a Xexchange, on a Jexchange DeFi, on a HSwap qui est un stablecoin DEX, donc comme ce que peut être Curve Finance sur Ethereum. Et on a OneDex. Ça, c'est pour les trois principaux. Et ensuite, on a d'autres protocoles qui sont pas nécessairement de la DeFi, mais aussi du paiement, par exemple, tu vois, je pense à Pulsar Money. Et donc, on avait DX25, mais malheureusement, c'est un peu à l'arrêt depuis un peu plus d'une année. Et ça, c'est pour on va dire les dApps principales en termes de DeFi. On a aussi HPerp, du coup, qui est la deuxième dApp en fait de HSwap pour du perpetual trading, et d'autres petites dApps de liquid staking, tu vois, je pense à Salsa, Xoxno aussi du coup, et GWellSwap aussi, qui est l'équivalent de StakeDAO et de Convex Finance. Donc, disons du dérivative token par rapport au token de DAO. Ok, alors là on a Odile qui nous dit Atom, elle n'a pas bien compris. Alors bon, faisons clair et faisons simple. Pour quelqu'un comme Odile qui connaît bien l'écosystème MVX, mais elle vient de Tada. Elle adore Tada. Donc on peut parler d'ailleurs en termes de consumer app, on a Tada pour le coup sur Multiversix. Mais tiens, si on doit expliquer à Odile, c'est quoi en gros Atom? Alors le plus simplement, c'est de voir ça comme un protocole de prêt et d'emprunt. Donc c'est un protocole qui permet à n'importe qui de venir déposer des cryptos, donc par exemple de l'EGLD ou du stablecoin, pour pouvoir le rendre disponible à d'autres users qui veulent l'emprunter. Voilà. Donc en plus de ça, on a ce qu'on appelle du coup un liquid staking protocol, donc qui permet de venir staker de l'EGLD et d'en construire du coup un liquid derivative. Donc c'est une représentation en fait de vos EGLD qui sont stakés du coup chez des validateurs, chez les validateurs compatibles avec Atom. Et ça vous permet du coup d'utiliser en fait cette valeur du coup dans le lending protocol même, ou ailleurs par exemple pour pouvoir directement l'échanger sur un DEX comme si c'était de l'EGLD, alors que ça c'est juste la représentation d'un EGLD qui est stacké chez les validateurs. Et bien sûr, en fait, c'est un peu comme une banque où on peut épargner, où on peut emprunter de l'argent. Et puis, lorsque tu épargnes, tu reçois un reçu de l'argent que tu as épargné. Et avec ce reçu, donc les SEGLT, c'est un Liquid Staking Token. Donc, c'est un token synthétique de ton dépôt. Et avec ça, tu peux évidemment derrière, par exemple, le mettre en collatéral et réemprunter derrière, etc. Et donc, tu peux créer des boucles. Alors, évidemment, ne vous lancez pas là-dessus si vous ne maîtrisez pas les risques et vous ne comprenez pas évidemment ces mécanismes-là, mais on va dire que ce sont des mécanismes de finance décentralisée qui sont tout à fait typiques et traditionnels dans tous les écosystèmes, et donc avec Atom, on l'a enfin effectivement depuis un an et demi maintenant. Et puis désormais, on a le premier stablecoin natif sur la chaîne, puisque jusqu'à présent, en fait, on n'avait que des stablecoins qui étaient bridgés, donc c'était des stablecoins qui venaient d'ailleurs et qu'on devait bridger donc sur Multiversix pour en avoir, avec toutes les limites que ça suppose, les limites de seuil, les limites de sécurité, etc. Et là, depuis quelques jours maintenant, on a le premier stablecoin natif qui a été lui aussi lancé par Atom. Donc, c'est pour ça que c'est un peu le protocole incontournable, parce que c'est lui qui a amené la DeFi sur la chaîne, c'est lui qui a apporté le stablecoin sur la chaîne. Demain, je ne sais pas ce qu'il va nous apporter sur la chaîne, peut-être des utilisateurs. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même important. Tu voulais continuer, Foudre, ou peut-être non, du coup, je voulais enchaîner sur Lush, mais tu l'as fait. Ouais, ok, top. Alors, peut-être si on parle d'autres DApp, je ne sais pas si tu en as une ou deux que tu veux donc parler des DEX. Donc, on a Jexchange, tu l'as dit. Qu'est-ce qu'on a? On a Swap. On a la chance d'avoir sur MVX, par rapport à d'autres blockchains, pas mal de DEX qui sont d'ailleurs tous des agrégateurs, à part Xexchange, mais on a Jexchange. Xexchange, maintenant, il intègre HSwap, je crois, non? Je dis une bêtise? Non, Xportal, oui, mais pas Xexchange de mémoire.
autant pour moi alors. Ok. Si vous voulez faire des swaps, il faut passer par JackChange, HSwap ou Wandex aujourd'hui, qui sont des agrégateurs, donc qui vous trouveront la meilleure route à chaque fois. JackChange propose des ordres en peer-to-peer aussi. C'est le seul produit aujourd'hui sur MVX qui propose ça, à ma connaissance. Donc, vous pouvez mettre des prix de vente à des ordres fixes ou des prix d'achat à des ordres, des ordres d'achat à des prix fixes, pardon. Sur JackChange, ils proposent pas mal d'autres choses aussi, des petits tools de raffle, tout ça. Ça, c'est les principales DApp avec Atom. Après, on a d'autres très petites DApp. Tu as parlé de Pulsar, que moi, personnellement, j'adore. C'est vraiment, c'est de la je sais pas si on peut dire de la SocialFi, mais c'est un tools DeFi qui permet de faire des paiements on-chain, pas mal de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses sur Pulsar. Ouais. C'est très, très sympa. Ils sont multi-chain maintenant. Et après, sinon, on a des petits tools, mais qui ne prennent pas parce qu'on a très peu d'utilisateurs sur MVX. On n'a pas une TVL assez suffisante pour que les petits tools trouvent un marché. On a Valoro, par exemple, moi que j'aime beaucoup, mais qui aujourd'hui n'a pas de TVL, pour être honnête. Valoro, c'est un outil qui permet de créer des index crypto. Donc, on s'expose à des paniers de devises par catégorie sur Valoro plutôt qu'acheter un seul, 10 fois un token, je veux dire. Et après, je n'ai pas d'autres idées en DApp intéressantes aujourd'hui. Mais voilà, on a un petit écosystème DeFi. Si vous êtes sur Atom, vous faites travailler votre monnaie et vous swappez vous faites des échanges via HSwap ou JackChange. C'est le plus important aujourd'hui sur MVX. Et Xoxno pour tout ce qui est NFT. Parce que les NFT sont de la DeFi, on peut dire d'un côté. Évidemment, on peut pas ne... Je disais, il y a aussi Autoscale du coup qui va arriver, dont on n'a pas parlé. Complètement. Mais on en parlera quand ils ont le DevNet, ils ont le DevNet qui sont en route là, il me semble. Oui, on en parlera quand ce sera sorti parce que même si on les adore, hein, c'est pas le problème. Hein, mais contentons-nous si un gars il vient sur MVX de lui parler de ce qu'il y a de live, hein, parce que sinon. Mais oui, c'est un optimizer yield, c'est un endroit sur lequel tu vas pouvoir en gros confier, tu vas pouvoir optimiser tes rendements de façon automatisée, quoi. En gros, voilà. Mais bon, quand ce sera live, on fera une vidéo update. Et un autre point, si je peux me permettre, JRM aussi, qui est intéressant, bien sûr. parce qu'on a quand même des belles DApp. Hein, c'est Pyrmi aussi. Pyrmi, c'est un outil de gestion de DAO. Donc, si vous avez des DAO sur MVX, vous pouvez voter là-bas. Et de tâches communautaires, un peu comme Earn Super Team sur Solana, où il y a différentes tâches qui sont proposées. Vous pouvez les faire et puis être rémunéré par rapport à ça. Donc, un bel outil aussi pour vous engager sur MVX, qui n'est pas énormément connu, énormément utilisé. Et je trouve ça un peu dommage. Bien vu, absolument. Je rajouterais, effectivement, Kowat et Globiz, hein, qui apportent un peu d'usage dans le monde réel. Tada aussi, on en a parlé rapidement, mais qui vous permet en fait de pouvoir, produire de la data et la qualifier. Hein. Et donc finalement, comme tout est communautaire, aussi bien ceux qui produisent de la data que ceux qui viennent vérifier qu'elle est bien intègre et conforme à la demande, ça crée une économie circulaire. Vous pouvez gagner un petit peu de token. Voilà. En tout cas, voilà. Donc évidemment, renseignez-vous sur chacun d'entre eux, sur à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment en tirer parti. Mais il y a des choses à faire sur MultiverseX. Après, évidemment, c'est pas une blockchain EVM. Les stablecoins, ça vient à peine d'arriver. Donc voilà, donc il y a encore pas mal de barrières à l'entrée, notamment en matière d'interopérabilité. Mais quand vous êtes dessus, en tout cas, il y a des trucs à faire. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Les copains, on va parler maintenant des corps produits sur MultiverseX, parce qu'à la différence d'autres écosystèmes, il y a beaucoup de produits qui ont été créés par la fondation, qui ont été créés par la blockchain, par l'équipe fondatrice elle-même. Ils n'ont pas juste fait une blockchain, ils ont aussi fait des produits. Alors évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Xportal, de Xexchange, de Xlaunchpad. C'est les trois principaux, hein, je crois. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut faire un petit résumé sur chaque qui depuis ont gagné en indépendance, mais ça reste quand même encore des corps produits, quoi. Complètement. Le premier produit, j'ai envie de dire, c'est Xportal. Xportal qui est donc le wallet principal de MultiverseX, qui est un wallet mobile. À l'époque, ça s'appelait Maillard. Donc Maillard, une référence aussi à tout l'univers Elrond, Seigneur des Anneaux de l'époque, qui s'appelait Maillard, qui était un excellent wallet, qui a rebrand dans Xportal avec le rebrand global de Elrond vers MultiverseX. C'est le wallet principal, c'est un wallet mobile, vous pouvez faire pas mal de choses, il est multi-chain, honnêtement je vous le recommande, il est top. Il y a un 2FA intégré sur l'écosystème MultiverseX, donc une protection on peut dire native, une sécurité supplémentaire
sur votre wallet pour la gestion de fonds. Il est vraiment sympa comme wallet. À la base, ça appartenait à la Team MVX, à la fondation MultiVersX, puis la société s'est détachée et maintenant indépendante. On a aussi Xmoney, qui était une société qui appartenait à la fondation MultiVersX, qui s'appelait avant Utrust, qui était d'ailleurs une entreprise indépendante, rachetée par MultiVersX et maintenant indépendante. Xmoney propose des solutions de paiement crypto vers fiat à des entreprises principalement. Et ils annoncent aussi faire de l'émission de stablecoin. Donc, vouloir faire de l'émission de stablecoin, ils ont fait une proposition il y a quelques semaines pour émettre 3 stablecoins, un stablecoin en euros, un stablecoin en dollars et un stablecoin en monnaie roumaine, le roumain, je crois. Donc, dites-moi si je me trompe. Ok. Enfin, RON, c'est le ticker financier, si tu veux. Mais du coup, la monnaie s'appelle le ou le lei. C'est un le, plusieurs lei. Ok, je ne savais pas du tout pour le lei, pour les lei, du coup. Donc ça, c'est Xmoney, aussi une grosse entreprise qui, d'un point de vue utilisateur, a l'air d'avoir été en stand-by quand même pendant quelques années, de ne pas avoir développé énormément de choses. Je crois que Xmoney aussi, il y a un lien avec TwistPay. Donc TwistPay, c'est un émetteur, je ne sais plus, une société de monnaie bancaire. Électronique. Ok. Ouais, c'est un établissement de monnaie électronique et en fait, Xmoney en 2 mots, c'est un espèce de Stripe. Hein, voilà, grosso modo, donc c'est un produit B2B. Les entreprises peuvent l'intégrer sur leur site internet pour faire des paiements. Et l'avantage, c'est que les utilisateurs peuvent payer en crypto et le commerçant, lui, reçoit des euros. C'est ce que tu disais, c'est exactement ça. Alors, le fait d'être EME, c'est important parce que c'est donc établissement de monnaie électronique, parce que c'est un prérequis maintenant pour lancer un stablecoin en Europe. Donc, ça leur permet effectivement de pouvoir se positionner sur ce marché-là. Et donc, ouais, c'est vrai que c'est une acquisition. À l'époque, c'était TwistPay et Utrust. Et en fait, c'est la fusion des deux sociétés, un établissement électronique et un ce qu'on appelle prestataire de paiement. Et les deux, en fait, ils ont fusionné pour faire Xmoney. Il y a un nouveau président qui vient d'arriver, qui nous dit qu'ils sont MiCA ready, parce qu'évidemment, quand tu dis que ça a été mis en suspens, alors il y a plein de choses, mais en vrai, la grosse problématique, c'est surtout une problématique réglementaire, et puis une problématique qui est, à mon avis, qui est structurelle. C'est-à-dire que quand tu fais la fusion de 2 entreprises, ça peut prendre des années avant que ça fonctionne réellement. Et en plus, sur un marché aussi concurrentiel que celui du paiement, à mon avis, il fallait beaucoup d'oseille pour attirer des utilisateurs, trouver des clients, etc. Et sans doute que le bear market n'a pas aidé, quoi. Voilà, peut-être à leur décharge. Là, maintenant, visiblement, ils ont décidé de miser là-dessus à l'aune de MiCA et de la réglementation sur les stablecoins. Et notamment, on voit USDT, c'est fini fin mars sur la plupart des échanges. Donc, il y a peut-être un marché qui s'ouvre pour les stablecoins régulés, MiCA compatibles. Utrust va se positionner là-dessus. Mais effectivement, ça, c'est un point qui est important parce que c'est une des entreprises du groupe MultiVersX, on peut dire, qui a un vrai potentiel. Donc, évidemment. Alors, ils ont leur propre token, le UTK. Voilà. Bon, je ne saurais pas en dire davantage dessus pour l'instant, mais voilà, ça existe en tout cas. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement sur les corps produits? Et le dernier point par rapport à la core team, c'est XLaunchpad, du coup, qui est un launchpad très connu et réputé, développé sur MultiVersX initialement, qui permet de propulser, on va dire, des projets sur l'écosystème MultiVersX. Les principaux projets, dont Atom, dont HSwap, dont on a parlé plus tôt, ont été lancés via XLaunchpad. Voilà, il y a peu de projets, il y en a en moyenne 3-4 par an qui sont lancés là, et on parle à chaque fois de belles levées de fonds. La plus petite devait être de $500 000 à 1 million au global, ou voire 2 millions, 2,5 millions pour les premières. Ouais, dont récemment 1,5 million, je crois, pour Pell Network. Je crois que c'était 1,5 million. 1,2 million, 1,5 million. Ça, ouais. Bon. Combien tu dis, Faudre? Non, c'est ça, 1,5 million. Ok. On y reviendra dans l'actu juste après. Ok, bon, très bien. Je crois qu'on a une petite overview sympa. On va parler maintenant un peu stratégie, parce que bon, maintenant on a posé le cadre. Je pense qu'on a fait le tour. Dites-moi si je me trompe, mais en 1 heure, je pense que c'est déjà pas mal. Peut-être si on doit parler stratégie maintenant, stratégie business, stratégie marketing et communication, parce que c'est important évidemment pour une blockchain qui veut, être à la table des layers. Donc là, la stratégie. Je vous envoie des trucs comme ça, et puis vous rebondissez si vous voulez.
D'abord, on a la stratégie, on va dire marketing communication. On va dire bilan depuis 2-3 ans avec depuis 6 mois l'arrivée du nouveau CMO. Voilà, rapidos, un petit mot là-dessus. Matt, Foudre. Je réfléchis. Je sais pas trop comment me positionner là-dessus. J'ai pas énormément d'éléments de comparaison parce que je touche à pas mal de blockchain personnellement, mais je suis pas les fondations et leur communication, hormis MVX. La communication, on va dire, sur la dernière année sur MVX, de la fondation, ça parle de leur vision à long terme. Comme d'habitude, ils ont toujours parlé de vision à long terme, la team MVX, et ils parlent beaucoup de développement sur le marché américain. C'est leur communication sur les derniers temps. Honnêtement, j'ai pas énormément d'avis là-dessus. Donc, Ouais, je suis un peu pareil que Matt, j'ai pas spécialement d'avis, si tu veux. Déjà, faire du marketing en tant que blockchain, tu vois, c'est déjà quelque chose de compliqué. C'est difficile de se positionner sur quelle est la bonne approche à avoir. Donc en plus, en faire une critique sur MVX, enfin, surtout que c'est pas vraiment là où est mon expertise en soi, donc j'ai pas vraiment grand chose à dire. Si tu vois, je peux te compléter. Pour moi, une fondation a besoin de faire du marketing envers des projets et pas envers des utilisateurs directement. Le marketing, la communication plus que le marketing, la communication d'une fondation doit se faire envers des projets et la communication envers les utilisateurs se fait de par les projets. Pour moi, une fondation doit donc communiquer, attirer des projets via des hackathons, via des incentives, via tout ça. Ce que MVX, de mon point de vue, a très mal fait pendant longtemps. Je m'étais personnellement un peu éloigné, on va dire, de MVX pendant un an, en 2023, tout ça. Après, ils ont quand même repris un switch où ils ont commencé lors de X-Day, ça doit être l'X-Day 2023, où ils ont commencé à faire des hackathons, à mettre des incentives à venir build sur MVX, à essayer d'attirer du monde. Ils ont fait aussi des partenariats avec des écoles, avec des centres de formation. Moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup. Et c'est là où je pense que tu onboardes du monde, tu onboardes des builders, tout ça. Donc, de ce côté-là, j'ai beaucoup apprécié le tournant qu'ils ont pris fin 2023, début 2024. Et voilà, au global, j'apprécie ça. Après, je vous écoute et puis on discute de tout ça. Ouais, alors malheureusement, on pourrait en parler des heures, mais on n'aura pas beaucoup de temps. Mais malheureusement, parce qu'après, je voudrais qu'on parle aussi de la stratégie. Tu parlais des États-Unis, on ne peut pas ne pas en parler. Mais en tout cas, sur la communication et le marketing, il y a plusieurs éléments de mon point de vue, où là, c'est plutôt un petit peu plus mon domaine d'expertise. Il y a deux choses. Il y a l'image qu'on renvoie, l'image de marque. Est-ce qu'on est une blockchain avec un positionnement, un branding, un wording est-ce qu'on renvoie une image attirante, que ce soit pour les utilisateurs, pour les investisseurs, pour les développeurs, pour toutes ces choses-là. Donc là, pour le coup, c'est vrai que le rebranding de Elrond à Multiversix a quand même pas mal pêché dans la partie vraiment notoriété. Et sur la partie image de marque, c'est vrai qu'ils ont encore, de mon point de vue, un poids un peu à tenir, qui est blockchain roumaine, communication des fondateurs un peu erratique, pour ne pas dire autre chose. Voilà. Donc, sans rentrer dans le détail, pour moi, il y a du boulot là-dessus. Et je pense qu'il y a du travail à faire sur le référencement, du travail à faire sur le storytelling. Et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'ils se sont fait connaître avec ça aussi. À l'époque, Elrond, c'était la blockchain qui permettait d'onboarder le prochain milliard d'utilisateurs. C'était un wallet qui permettait à n'importe qui de pouvoir acheter des cryptos, les conserver, les staker. Il y avait toute une mécanique avec un storytelling bien pensé. Donc, en fait, ils ont habitué les gens aussi à ça. Et quand ils sont détournés un petit peu de tout ça, voire ils n'ont plus rien fait, comme tu le disais, c'est vrai qu'ils ont pu faire. Mais on peut comprendre, pendant le bear market, tu limites aussi ton budget, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est vrai que ce tournant n'a pas été forcément très bien perçu. Beaucoup sont partis, très peu sont venus. Et c'est pour ça, je pense notamment, évidemment, qu'aujourd'hui, la blockchain n'est pas la plus adoptée. Oui, j'essaye d'être un peu objectif. Ça, c'est vraiment sur la partie marketing. Après, sur la partie communication, il y a un travail, évidemment, de référencement sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux. Il y a un travail aussi de lobbying à faire pour être présent là où il faut l'être, les événements, le lobbying, toutes ces choses-là. Et là aussi, effectivement, de mon point de vue, il y a un vrai travail à faire là-dessus. J'attends la touche de Adam Bates en tant que nouveau CMO pour travailler sur ces composantes-là qui ne coûtent pas beaucoup d'argent, mais qui peuvent permettre de
placer Multiversix sur la carte des layers. Et je pense qu'on est sur la carte. Je ne dis pas qu'on n'y est pas, mais on pourrait y être un petit peu plus et un peu plus souvent. Voilà, c'est mon avis très rapide. Je pense que ça se fait quand même pas mal. En fait, c'est une fondation, c'est pas un projet qui parle directement au public. Et ça se fait pas mal. On voit Adam Bates communique très peu sur Twitter parce qu'il n'est pas habitué à ça et ça se voit dès qu'il communique. Mais c'est un travail de fond, je pense. On voit par exemple l'implémentation de Multiversix aux US, leur orientation, vraiment devenir proche des US. Adam Bates, qui était ancien CMO chez Cardano. Aujourd'hui, il y a des grosses connexions, en tout cas, qui se ressentent ou qui s'aperçoivent entre Multiversix et le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson. Et il y a tout ce travail de fond de lobbying, comme tu dis, qui est en train d'être développé, je pense, de ce côté-là. Et donc voilà, ça a l'air d'évoluer dans le temps. Il y a aussi un point, c'est l'Asie, où on a eu pendant pas mal de temps MVX qui parlait de se développer en Asie. L'Asie qui a un grand marché émergent, je ne sais pas si on peut encore dire émergent, mais un marché en émergence plutôt pour le Web3 au global. La Corée, puisqu'il s'agissait quand même beaucoup de la Corée, on ne va pas se mentir, c'est plus qu'un pays émergent. Ça y est, ils ont émergé, les gars. Complètement, mais c'est des marchés à ne pas négliger. Moi, ma seule crainte que j'aurais, c'est que le USA Only de MVX, parce qu'ils ont des capacités financières restreintes, des capacités en ressources humaines restreintes aussi par rapport à d'autres infrastructures, que le USA Only de MVX fasse un peu rater le coche asiatique, parce que les deux territoires sont quand même à développer. Il y a des bonnes capacités financières à prendre de chaque côté, des bons développeurs à prendre. On voit par exemple la team Ashwap qui est vietnamienne de mémoire, qui est un des principaux DEX aujourd'hui sur MVX. Il y a des bonnes ressources à prendre des deux côtés et il ne faut pas se concentrer sur du US only parce qu'on peut aussi loper le côté asiatique. Mais on voit que MVX travaille de ce côté-là en fond. On a eu un partenariat avec Animoca Brands il y a quelques semaines, qui est un fonds d'investissement asiatique, un des plus gros fonds d'investissement Web3, qui est d'ailleurs le fonds d'investissement qui a investi dans le plus de projets Web3 au global depuis son lancement. Donc, ça se développe des deux côtés. Je suis parti un peu loin dans ma réponse et c'est des choses que j'apprécie personnellement. Ouais, peut-être pour ajouter quelque chose par rapport à USA vs Corée ou Asie. Par exemple, la Corée, c'est un marché parce qu'en fait, il y a beaucoup entre guillemets d'investisseurs et il y a aussi beaucoup de gamblers, disons, du point de vue des retail. Donc c'est un gros marché pour ça. Contrairement aux US où il y a vraiment toute une partie institutionnelle qui est 100 fois plus gros que ce qu'il y a en Asie aujourd'hui, tu vois. Donc je dirais que c'est très important d'être par exemple présent en Corée pour que ton coin soit visible, pour la spéculation, pour que tu aies du support financier. Et au contraire, ça sera très important aux USA pour vraiment planter le flag, tu vois, et comme tu disais, être sur la map des layers 1, potentiellement aller faire du pied à des institutions, tu vois, je pense par exemple à Grayscale qui font des trusts, ce genre de choses. Donc il y a vraiment deux versions différentes, une qui est très crypto to crypto et une qui est vraiment crypto to institutionnel, tu vois. Alors, je précise, et ce sera le dernier mot parce qu'après, il faut qu'on avance. Mais déjà, merci à vous deux pour vos avis. Je partage plutôt l'avis de Foudre sur le sujet et je suis donc en cela assez d'accord avec la team Multiversix qui a répondu à cela en disant ce qui se passe en Corée n'a pas d'impact aux États-Unis, alors que ce qui se passe aux États-Unis a un impact en Asie et en Corée. Et donc, je pense que faute de moyens, il n'est pas complètement déconnant de se concentrer sur un marché plutôt que de se dilué dans plusieurs. Et en l'occurrence, les États-Unis, du fait de l'actualité politique, on ne va pas revenir là-dessus évidemment, est sans doute l'endroit où il faut être, d'autant que ça fait des années qu'ils essayent d'être en Europe et finalement, les débouchés sont finalement pas ouf. Donc, en vrai, c'est peut-être la moins pire des solutions. Encore une fois, c'est pas parce que l'idée est bonne que l'exécution le sera. Ça, on attend, on est là, voilà, on a hâte effectivement que ça débouche sur quelque chose. Mais en tout cas, pour l'instant, on sait qu'ils ont pris des bureaux à Palo Alto. Voilà. Bon, pour l'instant, on en est là. Donc, on verra effectivement ce qu'il en ressortira sur cette stratégie, plutôt une stratégie marché
plus qu'une stratégie communication et marketing, parce que c'est un autre sujet, mais c'était important de finir là-dessus. Je pense qu'on a terminé pour la partie overview. On a essayé, les copains, hein, en tout cas, d'être objectifs, de ne pas être ni dans le FUD, ni dans la promotion aveugle, hein, mais vraiment de dresser un point sur l'écosystème. Voilà, et on en refera un dans un an, si vous voulez, pour voir un peu où on en est. On va accueillir notre troisième invité, c'est Joachim. Salut mon Joachim, comment tu vas mon chéri? Bonjour, très bien, et vous? Ça va, très bien. Hello, Très, hello, très je... bien. Je vous écoute depuis le début, je trouvais que c'était une extrêmement bonne présentation de l'écosystème. Donc, même moi qui suis là depuis 4 ans, je trouvais ça rafraîchissant de On n'a pas parlé de partir de Gopalab zéro. en termes de Non, consumer app. Je suis désolé, Joachim. non, pas de souci. Non, mais en tout cas, je t'ai pas fait venir parce que tu vois, on est tenu par le télé de malade et s'il y avait une troisième personne pour venir donner son avis sur chaque sujet, ça aurait été impossible. En revanche, là, je t'ai fait venir pour deux raisons. Déjà, on va parler, si tu veux bien, de ce que tu viens de sortir. C'est pas juste pour te faire de la pub parce que tu es mon copain, surtout que le truc n'est pas encore live et je suis même pas sûr que ça va te rapporter de l'oseille, c'est pas le sujet. Mais parce que ça m'a été demandé dans les commentaires, tu as sorti le truc en mode ça y est, Wallet Abstraction, il le fallait, on l'a fait. Tiens, est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Et je vous dis la vérité, on a 15 minutes pour faire ça et la partie sur Pell Network qu'on nous a demandé. Donc Je vais être voilà, rapide et efficace. vas-y Joachim. Donc, comme Matt et Foudre avaient expliqué, on a déjà Exportal comme wallet qui est génial, mais ça reste un wallet. Il reste, et pour moi, ça c'est un des grands soucis du Web3 et de la blockchain en général, c'est qu'on a ce focus de wallet et ce focus financier. Et donc, sans entrer sur ce que Gapa Labs fait en développement, en plus du wallet abstraction, ainsi de suite, il y a beaucoup de use cases de la blockchain qui ne sont pas financiers et qui sont un peu teintés par cet aspect spéculatif qu'on voit beaucoup quand on parle de Web3. Et le wallet est indirectement un de ces problèmes. Le wallet, en réalité, ce n'est qu'une adresse sur Multiversix ERD qui, moi, j'appelle ça l'équivalent d'une adresse email dans le monde de la blockchain parce qu'en fait, ça permet beaucoup de choses. On peut s'envoyer des messages avec, on peut détenir des fonds, ainsi de suite. Et le problème avec cette fonction de wallet, c'est que par exemple, quand on télécharge Exportal, on voit un solde de 0 quand on démarre et il y a ce focus très financier. Ce qui fait qu'il y a pas mal d'utilisateurs qui disent mais pourquoi en fait j'ai cette application sur mon téléphone qui ne parle que d'argent, qui montre des cours qui montent et qui descendent, etc. Moi, je m'en fous. Moi, on m'avait dit utilise cette application sur la blockchain, c'est cool. Et ça, c'est un énorme sujet pour l'adoption parce qu'il y a une grande majorité de la population qui n'est pas spéculative, qui met son argent dans un livret A et ça s'arrête là, et ils ont tout le droit de l'être, et qui peuvent voir des avantages dans la blockchain sur d'autres produits, comme par exemple traçabilité, avantages de programme de loyauté, ainsi de suite. Donc, une solution pour ça, sans devoir penser à la seed phrase, ainsi de suite, c'est le wallet abstraction. Il y a eu plusieurs solutions et nous, on s'est inspiré d'acteurs existants et on a par exemple regardé la solution à moitié présente sur Multiversix qui est Exalias. On a voulu pousser plus loin, réfléchir plus sur qu'est-ce qui manque, quels sont les avantages. Une des grandes inspirations aussi, c'est Abstract Chain, qui est donc un layer 2 d'Ethereum, qui a cette idée sur le papier de une crypto, une Web3 plus consommateur, qui pour moi, jusqu'à présent, pour l'utiliser au quotidien, ne répond pas à ces critères. Ça reste toujours trop spéculatif. On voit par exemple l'utilisation la plus principale, c'est un jeu hyper spéculatif avec des NFT qui se vendent à plusieurs milliers. Mais bon, bref. Donc, ce qu'on offre, c'est la possibilité avec un compte Google de créer un wallet de manière complètement abstraite. On va pas avoir un langage de wallet, mais en fait permettre à des projets d'utiliser notre solution pour que quand un utilisateur se connecte, en fait, il va se connecter à travers ce qui s'appelle le Gapa Login et ça va créer un wallet qui est propre à l'utilisateur et au projet. Donc, en fait, c'est très granulaire parce qu'on veut que ça reste purement en contrôle du projet et de l'utilisateur en question. Donc, par exemple, pour un programme de loyauté, on peut avoir un acteur qui permet la création de comptes à travers Google. Le compte se crée, il y a un wallet qui est créé, mais personne, entre guillemets, le voit. Tout ça, c'est connecté à des relayers. Donc, les relayers, pour faire simple, c'est que sur toute blockchain, il faut payer des frais, enfin presque toutes les blockchains, il faut payer des frais de transaction.
Et ces frais de transaction, c'est encore une fois un frein à l'adoption parce que ça veut dire que tu dois acheter de la crypto-monnaie pour pouvoir payer les frais de transaction, etc. Donc, c'est toi qui vas Euh, payer les frais pour les gens? alors, pas pour les projets. Les projets, ils ont leur propre solde qu'ils iront top-up eux-mêmes comme des grands. Mais pour les produits Gaopa, oui, d'autres revenus viendront couvrir les frais de transaction. Et donc, la vision qu'on a qui est un peu différente de ce qui. Tu peux nous montrer un truc? Alors là, maintenant, putain, c'est une bonne question. Alors, c'est surtout Bah, du back-end. Euh, il y a rien là, il y a pas un front pour si, l'instant, il y a que dalle? si, mais il y a pas mal de Une choses qui image, tournent un en. Figma? J'en sais rien. Ouais, non, j'avais pas prévu de présentation visuelle, mais Bah, attends, tu viens dans l'émission, tu crois on va attends, pas te attends, cuisiner un attends, petit peu attends. là? Oui, je peux montrer ce qu'on a montré pendant la démo du hackathon. Il faut que je me souvienne du. Attends. Bon, en tout cas, c'est très cool parce que c'est vrai que nous, on a déjà comment ça s'appelle? Xalia, c'est ça? Xalias. Qui est un truc qui permet d'ouvrir un wallet avec un mail ou même, je crois que ça existe avec où tu peux créer une adresse avec un réseau social aussi. Il y en a, ils font ça. Je sais pas si Xalia ça marche, Oui, mais genre avec Twitter ou alors, Discord, tu peux avoir un wallet. Ça existe ça, non? ouais, je on va reparler de ça dans quelques instants. Vous vouliez du leak. Donc, j'ai un petit leak qui a été fait donc en collaboration avec World of Shrooms pour le hackathon IA qui s'est fermé hier, oui. Et donc, en fait, Avec ce qu'on a 37 fait, participants, ouais. ouais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a. Donc, vous êtes en train de dire de l'IA, de la content abstraction, c'est quoi le rapport? En fait, il y en a un, c'est que on a créé donc des agents qui sont des NPCs, donc des acteurs dans un jeu avec lesquels tu peux interagir. Et donc, dans ce cas, c'est une vending machine, un distributeur qui est donc une intelligence artificielle avec laquelle tu peux acheter des items, négocier, etc. Et tout cela tourne donc avec l'account abstraction de Gaopa. Je vais essayer de vous montrer. Donnez-moi 2 secondes. Ça risque. Attends, à tous les coups, ça va faire un. Ouais. Donnez-moi 2 secondes parce que sinon, on va avoir de la musique de partout. Voilà. Alors, je vais juste finir d'expliquer donc la différence. Le problème avec les connexions avec les réseaux sociaux, etc. C'est qu'il y a pas il y a pas de détention de la part de l'utilisateur. Tout est donc géré par un serveur, par un acteur, tiers, par exemple le Privy pour ceux qui connaissent sur d'autres chaînes. Alors qu'ici, nous, on utilise Google justement parce qu'avec Google Drive, qui est par défaut surtout compte Google, on peut aller stocker une information sans avoir accès à tout le reste que l'utilisateur a sur le Drive. C'est vraiment juste notre propre fichier de configuration. On peut mettre une information, dans ce cas des informations de décryptage, pour que l'accès au wallet ne soit pas purement de notre côté, mais partagé avec l'utilisateur pour donc lui permettre de rester en contrôle de ses wallets. Alors que quand on fait des connexions avec Twitter, Discord ou autre, vu qu'il n'y a pas de moyen de stockage autre que sur le serveur du parti, en fait, c'est eux qui détiennent ton wallet entièrement du début à la fin. Donc, on a voulu trouver ce exemple. Et donc, pour l'instant, c'est Google parce qu'Apple, on est en cours, mais il faut des autorisations Ok, qui sont faut qu'on pénibles. avance, Joachim, Ouais, là. ouais. C'est long, c'est long. Oui, ben, tu me demandes des Quoi? choses. Tu me demandes Bah, de je te faire des demande de leaks nous en même montrer ce temps. que c'est. Oui, pardon, mais. Déjà, tu dois faire un leak et en plus, tu te fais engueuler. Donc, Ouais, non, mais je te jure. Mais non, mais il me Donc, connaît, Joachim, il sait que. ouais. Il doit donc se Bon, douter quand même. j'aime là, beaucoup la manière de faire, en tout cas. vous voyez l'écran, c'est bon? Ouais. Ouais. Cool. Attends, je vire l'écriture. Vas-y. Et abonnez-vous, les gars, sur YouTube. Il y a plein de gens qui nous regardent sans être abonnés. Pardon, vas-y, Joachim. Donc là, comme vous voyez, c'est un distributeur et donc on peut lui acheter des choses. Et donc, par exemple, ils vendent des canettes de Cope parce que pendant ces bear market, le Cope est très nécessaire. Le quoi? Et donc, Le quoi? le Cope. C'est quoi Cope? J'ai pas la ref. C'est quoi? Faudrait expliquer le Cope. Toi, tu es un expert du copium. Je suis pas capable de l'expliquer en vrai. C'est vrai? Bon, allez, on avance. Je chercherai. C'est pas grave. Vas-y. Donc voilà, là, il me propose une canette pour 150. Je vais lui demander si je peux avoir une réduction et c'est les avantages avec les IA, c'est qu'on peut s'amuser à
on peut faire des choses plus. Et tu vois, là, il m'engueule parce que j'ai pas été assez poli, donc il veut pas me donner de réduction. Donc, je lui dis que je vais l'acheter. Et donc, là, ça va prendre quelques instants. Et en fait, à travers le Wallet Abstraction, le projet en question et les utilisateurs ont des wallets abstraits, comme vous voyez à l'instant. Il vient de dépenser 150 tokens qui s'appellent les nickel et il vient de recevoir la fameuse canette. Et donc, les avantages avec ce genre de Bien technologie. ça. Et ça, Oui. après, comment je fais alors vraiment, vraiment très simplement, parce qu'après, il faut qu'on parle de pelle, là, il nous reste quelques minutes. Mais en tout cas, c'est chambé. Mais rapidos, comment ça se fait? Donc là, en gros, tu m'as créé un wallet. OK, super. Voilà. Comment Donc, je peux récupérer la seed phrase, par exemple? Parce que demain, voilà, je veux passer à l'autoconservation. Je suis devenu un mec Web3. exactement. Alors ça, c'est un très bon sujet. C'est que, en fait, vu que donc, quand tu crées un compte avec Gappa Login, tu as ton wallet principal qui est créé de manière abstraite. Et pour chaque projet, il y a un autre wallet qui est créé. Donc, par exemple, pour ce jeu, tu te connectes à ce jeu, ça te crée un nouveau wallet. Ce wallet, il a des autorisations spéciales que toi, tu vas approuver, qui va dire le jeu a le droit de me retirer le token nickel et il a le droit de m'échanger des NFT de la collection X et Y. Et le projet pourra que faire ça. Donc, le projet pourra faire des échanges ainsi de suite, mais que ça. Par contre, toi, tu auras la… Merci. Et toi, tu auras donc la possibilité, en plus des utilisations du projet, de retirer ces fonds vers ton wallet principal, donc ton wallet Gaopa, et de ton wallet Gaopa, de les retirer vers Exportal, ainsi de suite. Donc, tu ne vas pas pouvoir exporter ta seed phrase telle quelle, parce qu'en fait, il y a des problèmes de sécurité avec ça. C'est que si toi, tu exportes ta seed phrase, nous, on ne sait pas, si jamais ensuite, toi, tu leaks ta seed phrase de manière X ou Y, tu vas venir cogner notre porte et dire… oui, non, je me suis fait leak, mes fonds sont partis, etc. Donc, nous, on ne donne pas cette possibilité. Par contre, à n'importe quel moment, tu peux retirer tes fonds vers tes propres wallets. Joachim, je crois que c'est le meilleur truc que tu as jamais fait sur Multiversix. Merci. Je ne sais pas si tu vas le prendre bien. Je ne sais pas si c'est un compliment ou pas, mais non, parce que tout le reste… Mais parce que tout le reste, on ne l'a pas vu, c'est pour ça. Bon, mais en tout cas, ça a l'air chambé ce que tu as fait. Bien, les gars, il nous reste 5 minutes. Il faut qu'on parle de Pell Network. C'est le sujet du moment. Genre hier, tout le monde avait envie de quitter la chaîne. Ce matin, aujourd'hui, le token, il a fait je ne sais pas combien. Donc, il y en a plein qui sont contents. Mais dans l'interstice, tu as quand même des gens qui disent bah, c'est super, c'était un token pour les échanges centralisés. Par contre, nous, on s'est fait ken les utilisateurs de X-Launchpad. Bon, alors j'aimerais… On n'a pas beaucoup de temps, je suis désolé, mais on a 5 minutes, 6 minutes maximum, que peut-être l'un d'entre vous s'empare du sujet, nous explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que c'est si grave que ça, et surtout, qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire si l'un d'entre vous a un petit post-mortem à nous faire avant celui de X-Launchpad qui est prévu normalement très bientôt. Si vous voulez, je vous le fais très rapide en 1 minute. Let's go. Pell Network, dernier projet incubé par X-Launchpad, donc lancé par X-Launchpad. Son token, c'est le Pell. Il a été vendu en public sale à 0,0238 $ par token. Je crois que c'est ça, le prix vérifié au cas où. Donc, il a été vendu. C'est un token multi-chain. Pell Network, c'est un projet de restacking de Bitcoin qui est aujourd'hui disponible sur énormément de blockchains. Ils vont intégrer Multiversix pour le restacking de BTC et d'IGLD aussi en avril de cette année. Le token a été vendu via X-Launchpad début d'année 2025, au mois de janvier, globalement. J'ai plus la date exacte. Et le TGE a été reporté plusieurs fois en attente de listing sur des exchanges centralisés majoritaires. Le TGE a eu lieu hier sur Bybit, MEXC et Gate.io. Premier point, on n'a pas pu envoyer au format ESDT sur les exchanges, donc au format de Multiversix vers l'exchange. On devait passer par une autre blockchain, par la BSC. Ça, c'est un point qui a fait beaucoup débat. Et ce qui s'est passé surtout, c'est que le token a été lancé sur Bybit à un prix très haut, en plus, je crois, à 2 ou 3 fois le prix de la public sale. Et il a tout de suite dump, divisé par 2 par rapport à la public sale, jusqu'à un bottom à 0,08 $, 2 0 et 8 $, donc divisé par 3 par rapport au prix de la public, ce qui a fait énormément de bruit sur Multiversix parce que c'est le seul endroit où il y a eu une public sale, où il y a eu une levée de fonds publique. Les autres levées de fonds étaient privées avant. Donc voilà au global ce qui s'est passé. Les utilisateurs Multiversix se sont pris un peu pour les personnes qui ont alimenté le projet pour derrière avoir un token qui dump
surtout qu'il y a eu une grosse campagne d'airdrop sur PL, donc des gens qui ont reçu ce token gratuitement quand la communauté MVX, elle, a payé pour en avoir. Voilà au global tout le spectre en une petite minute. C'est très, très bien résumé, Matt. Merci beaucoup. Je pense que personne n'aurait pu mieux faire. Les principales critiques, effectivement, c'est ça. Et donc, là, aujourd'hui, donc, on a vu que le token, donc, il s'est effondré. Hein, il est descendu bien en dessous, d'ailleurs, du prix même de la seed sale, hein, je crois. Donc, il est vraiment tombé très, très bas. Et puis, depuis, là, aujourd'hui, il a repris des très, très belles couleurs. Donc, ceux qui ont acheté au bottom, je suis en mets. Et après, c'est vrai que bon, les gars de X-Launchpad, les gars qui ont participé à X-Launchpad, tu sais, eux, les gars, ils avaient stacké des EGLD pour ça. Ils ont alloué des EGLD pour ça. Ils ont acheté des tickets. Bref, ils ont fait l'effort, tu vois. Et puis, surtout, Pell Network qui sont venus lever de l'oseille sur Multiversix. Alors qu'en vrai, voilà, ils sont sur ETH, le token, il est tri-chain, il est sur plein. Donc, les gens se posent un peu la question, pourquoi tu es venu prendre de l'oseille sur MVX? Finalement, derrière, quand tu lances ton token, finalement, on est les premiers niqués parce qu'en fait, en gros, on ne pouvait pas vendre si on en avait envie. Et puis, la Multiversix, la team, eux, nous dit, en gros, les gars, attends, si vous investissez dans X-Launchpad, il faut croire au projet. Hein, vous vous attendiez à quoi? À faire un x10 au lancement? Et donc, il y a aussi une petite arrogance un peu. Alors là, ça a été un peu tempéré par Benny qui vient de faire un tweet et tout. Donc, il y a aussi peut-être la com aussi qui n'a peut-être pas été la meilleure. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir avant qu'on passe à Crypto Théâtre et ce sera la fin? Foudre, Matt ou Joachim, comme vous voulez, les copains. Ouais, je peux ajouter 1 ou 2 points par rapport à ce que tu as dit. C'est que le truc, c'est que tout était connu à l'avance. On savait qu'il y avait une campagne de points qui était ouverte depuis longtemps sur Pell Network pour faire grossir leur TVL, donc on savait qu'il allait avoir un airdrop, même si on ne savait pas les caractéristiques de cet airdrop, mais en faisant une petite analyse de ce qui se fait en général, on pouvait plus ou moins donner une fourchette de nombre de tokens qui allaient être distribués au départ. Tout était clair de leur côté, c'est-à-dire que c'est un projet qui est multi-chain et qui vient lever sur MVX et en même temps, du coup, l'intégrer à son réseau. Donc, tout était connu et, si tu veux, toutes les critiques qu'il y a eu, on les aurait pas eues si le prix aurait pas chuté, si tu veux. C'est oui, on a servi d'exit liquidity, mais je veux dire, tout était connu. Donc, si vous avez décidé de participer, c'est que vous aviez jugé à ce moment-là que c'était pas un risque. Et vous regrettez une fois que vous vous rendez compte que le prix on s'attendait à ce qu'il y ait si peu de liquidité sur X-Exchange. Est-ce qu'on s'attendait à ce que... C'est le seul vrai point noir. Oui, pardon, mais c'est important quand même. C'est le seul vrai point noir, c'est que la liquidité n'a pas été ajoutée tout de suite sur MVX. Elle a été ajoutée Joachim, dernier mot, s'il te plaît. Ouais, il y a eu pas mal de sujets de discussion justement sur les performances des launchpads, les attentes des investisseurs, des utilisateurs, ainsi de suite. Par exemple, Davy Crypto a fait pas mal de trades que je trouve plutôt intéressants. Et il y a en fait cette attente de retour sur investissement rapide. Et en fait, j'ai envie de dire, on a été un peu chouchouté par le passé, par le fait que c'est vrai que on était garanti presque à chaque fois des x2, x3 au lancement des X-Launchpad, on parle même de x10. Non, mais là, pardon, mon frérot, et je suis désolé de t'interrompre, mais ce que les gens voulaient, c'était pas faire un x10, c'était pouvoir vendre pas à moins 60. Et ça, je l'ai lu partout. Donc, je te dis ça parce que c'est facile de dire, ah les gars, vous aviez envie de faire un x10, vous êtes fous. Les gens, c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils voulaient pouvoir vendre au moins en positif, mais à moins 60. Non, mais c'est ça que je veux pas que tu tombes là-dedans. Non, mais j'ai commencé par dire un x2 garanti. Et c'était un sujet quand même qui avait fait beaucoup de sujets, par exemple, lors de Atom. Le listing de Atom, niveau price performance comparé au prix du ticket, ne faisait rêver personne. Ça a pris du temps et le prix s'est ensuite envolé et a pris a fait des belles performances. Mais il y a eu, en fait, il y a ce cercle vicieux que ça sous-performe. Les gens sont déçus, vendent parce qu'ils sont déçus et ça fait cette chaîne. En plus, comme tu disais, un manque de profondeur dans la liquidité fait que ça s'empire encore plus. Il y a aucun doute là-dessus. Mais pour moi, en fait, c'est le fait que
il y a beaucoup de gens qui investissent dans des launchpads sans s'intéresser au projet. Comme Foot disait que c'était connu qu'il y avait une distribution de points sur Panel Network, etc. Je pense que la grande majorité des gens qui ont participé au launchpad, s'ils ne sont pas intéressés, n'ont pas cherché Évidemment. ça. Mais Oui, tu voilà. connais, toi, un projet qui va communiquer en disant, au fait, tous les tweets des gens qui viennent mettre des likes, c'est que des farmers, mais personne n'a communiqué dessus. Non, On mais supplie. non, mais quand tu investis, c'est ton devoir aussi de faire un minimum de recherche. D'accord. Non, Donc, mais je vais te dire, Joachim, moi j'ai fait un amas avec eux. Donc pour le coup, j'ai fait partie, et Matt aussi. Matt, je te laisserai la parole à la fin, t'inquiète pas. Matt a fait partie des rares, je l'ai dit à l'époque, je le redis, qui, de leur propre initiative, je crois, puisque tu n'as pas été, en tout cas, sponsor sur les premiers que tu as fait. Après, j'en sais rien, mais c'est même pas le sujet. En tout cas, tu as pris de ton temps et l'initiative d'expliquer à Multiversix c'est quoi le restaking. Parce que crois-moi, les gars, ils arrivent sur Multiversix, sans doute la chaîne qui s'y connaît le moins en DeFi, en termes d'éducation. Donc, il y a eu à ce niveau-là, de mon point de vue, un vrai manque. Par exemple, Atom avait fait et a fait et continue de faire un effort et d'allouer des ressources considérables dans l'éducation de la blockchain. Donc, tu sais, c'est comme quand tu vends un contrat d'assurance et qu'à la fin, tu te dis au gars, bah, attends, c'était écrit dans les petites lignes. Non, tu as aussi un devoir de t'assurer, en tout cas de faire le nécessaire, en tout cas, pour que ton audience à laquelle tu t'adresses, eh bien, elle ait quand même les clés en main pour investir en connaissance de cause. Là, de mon point de vue, pour Pell, il y avait sans doute un petit travail à faire de ce côté-là. Voilà. Absolument. Par contre, ce que tu dis, et je pense que sur la notion Saline, c'est qu'en fait, qu'ils soient informés ou non, ils vont participer. Et donc, comme tu dis, c'est le devoir du projet d'éduquer et justement d'adapter les attentes. Ouais, mais bon, frérot, il y en a 3 par an. Il y a 3 launchpads par an. Oui, la communauté déjà mieux qu'avant. Multiversix, elle se dit, on y va parce que ça va soutenir l'écosystème. Et on se dit que si c'est par Launchpad, soutenu par la Core Team, etc., c'est que c'est un projet qui est bon pour nous, tu vois. Donc, oui. Non, mais je ne veux pas déresponsabiliser les gens. On ne le fait jamais ici. On ne va pas commencer maintenant. Mais tu vois, je veux dire, en tout cas, j'aime pas trop le discours de dire, les gars, c'était écrit, il fallait lire. Bon, Non, sans parler de la pool X-Exchange. Ouais, mais je sais que c'est pas ce que tu dis, Joachim. Je sais que c'est pas ce que tu dis, mais voilà. Matt, je te laisse le dernier mot sur le sujet parce que tu l'as demandé, parce que Daniel l'a autorisé. Voilà. Ah, attends, j'ai coupé parce que tu tapais sur ton clavier. Excuse-moi. Pardon, Vas-y, c'est tout. Ouais, je fais très rapide. Il y a eu des fautes de tous les côtés, honnêtement. Une grosse faute de com, je trouve, personnellement, de communiquer même pas 24 heures avant le TGE pour annoncer aux gens que le listing, le TGE, tout ce qui se passe, des problèmes de liquidité, tout ça. On n'a pas le temps de trop en parler. Ça vaudrait plus de temps, mais on n'a pas trop le temps. Donc là-dessus, il y a eu des fautes de ce côté-là. Il y a probablement un manque d'éducation DeFi et d'opportunités sur FVX parce qu'il y avait des fenêtres de vente en pré-market sur Bybit, sur MEXC, sur Exchange aussi, on était à x2 quasiment avant le launch. Il y a eu des fenêtres de vente, pas énormément liquides, donc je ne reproche pas aux utilisateurs de ne pas avoir vendu là, parce que même moi, je ne l'ai pas fait, mais il y avait des fenêtres de vente pour ressortir à profit avant. La price action, elle a été cata quand ça s'est lancé. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, au global, ça me fait un peu penser à Atom aussi, quand Atom s'est lancé. Le token vendu à 40 centimes, Atom de mémoire, qui a dump à 30 très rapidement. C'est aussi des projets DeFi qui sont durs à comprendre pour les utilisateurs. Puis c'est plus dur à comprendre les deux d'un bag DeFi à mes yeux qu'un bag IA, Metaverse, un truc trendy. Et ce que je veux dire, c'est que ce Launchpad, il va quand même permettre d'amener un nouveau projet DeFi de restacking. On va avoir du restacking d'IGLD, du restacking de BTC sur Multiversix. On n'a pas trop parlé de l'écosystème DeFi en profondeur aujourd'hui, mais ça va donner de la profondeur à tout cet écosystème, plus de liquidité, plus d'opportunités, plus d'inefficience en DeFi que certains vont venir corriger. Et ça, je trouve ça très bien. Si on ne parle pas que du token, mais de l'écosystème au global, Pell va densifier tout ça. Et c'est ce qu'on a besoin sur Multiversix parce qu'on a fait le tour tout à l'heure. On a parlé de 4 DApp. Et ben, si on en a une cinquième, c'est 20% en plus et c'est génial. 25%, pardon, pour les calculs. Non, mais alors sur ça, par contre, je te rejoins complètement. Et là, on parle vraiment du Launchpad. On parlait pas du projet, mais tu as très bien fait de mettre l'accent dessus. Et lors de l'AMA que j'avais eu avec le fondateur, pendant 1 heure, je lui ai posé vraiment toutes les questions et tout. Honnêtement, j'étais ressorti avec un point de vue, avec un avis qui est très positif sur la vision. Il n'y a pas de fausses promesses. C'est assez clair sur leur vision des choses. Ils ont déjà 16 ou 17 blockchains qui sont déjà intégrés. Donc, je suis complètement d'accord que en fait, en gros, ce que je résume, moi, c'est
Pour X Launchpad, c'est un bon coup parce qu'ils ont levé et derrière, il y a un listing sur un tier 1. Pour Multiversix, c'est cool parce que maintenant, ils peuvent se targuer d'avoir du restaking. Pour Pell, c'est chambé parce que finalement, ils ont levé les sous qu'ils avaient besoin. Ils ont intégré une nouvelle blockchain. Tout va bien. Ils sont listés sur un tier 1, tout ça, OK. Alors, c'est vrai que pour la commune Multiversix et les participants de X Launchpad, en tout cas, vraiment les participants, eux, par contre, c'est vrai qu'on peut comprendre qu'ils se soient sentis un peu lésés. Foudre, dernier mot. Et après, on clôt. Pardon, Foudre, attends. Vas-y. Vous m'entendez là ? Ouais, c'est bon, je t'avais mis. Vas-y. Dernier truc que je voulais ajouter, c'est que même s'ils auraient rajouté la liquidité, ok, là je crois que vous m'entendez plus parce qu'il y a tout qui crache chez moi. On t'entend, il n'y a pas de. Ok, désolé, j'ai eu écran noir chez moi. Ok. Même s'ils avaient ajouté la liquidité au départ, je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose parce que dans tous les cas, en fait, la montée de prix qu'il y a eu sur Bybit, elle aurait été restée cloisonnée à Bybit parce que ça s'est effondré en moins de quelques minutes. Donc, dans tous les cas, les gens n'auraient pas pu vendre. Donc, s'ils voulaient vendre sur l'exchange, ils auraient dû aller sur l'exchange en premier. Alors après, est-ce qu'ils ont pu y aller ? C'est un autre débat. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Bybit est fermé en France déjà, donc c'est quand même la moitié du marché Multiversix. Bybit n'est pas dispo en France, déjà ça aide pas. En plus de ça, oui, mais il y avait quand même l'excès. D'accord, mais bon, on nous vend le tier 1 quand même. Et puis dernièrement, le token n'est pas un ESDT, donc en plus de ça, comme tu n'as pas un token natif sur la chaîne, tu dois passer par un bridge, ça rajoute de la complexité, etc. Donc en vrai. Pour moi, vraiment, j'essaie d'être objectif et j'aime bien Pell en tant que projet, vraiment. Mais je trouve que pour Multiversix, en tant qu'utilisateur et membre de la communauté, honnêtement, je peux comprendre. Alors bon, ceux qui ont eu les mains fermes et qui ont toujours leur token, aujourd'hui, ils ne sont pas mécontents. Le token a repris de la valeur, il n'y a pas de souci. Mais voilà, au moment du Launchpad, c'était pas ouf, quoi. J'attends le post-mortem de X Launchpad pour le coup, pour me faire un avis, parce que peut-être il y a des éléments qu'on n'a pas. Mais alors, je dois vous le dire en tout cas, que je pense que le hack de Bybit n'a pas aidé non plus et a sans doute expliqué aussi pourquoi le TGE a été repoussé d'autant. Ils l'ont fait comme ça, ils n'ont pas pu le rendre natif à l'ESDT parce que ça supposait des spécificités techniques supplémentaires et Bybit n'avait peut-être pas le temps ou les moyens ou la priorité de le faire. Bon, voilà, on prendra tout ça en considération. Mais factuellement, pour la commu MVX, hier soir, c'était quand même un mauvais coup. Bon, à mon avis, elle n'est pas à ça près. Donc, elle s'en remettra, je pense. On en a vécu des pires. Bien, les copains, je vais devoir clore cette partie. Je vais remercier vraiment tendrement et affectivement Matt et Food qui ont accepté à dernière minute de revenir en fin de journée à cause de la défection de ce matin. Je vais vous laisser très rapidement le dernier mot et vous remercier à nouveau d'être venu ce soir dans GM Web3. Eh ben, merci à toi, merci à tous ceux qui étaient là, Joachim, Foudre, et merci à ceux qui nous ont écoutés. C'est toujours un plaisir de venir discuter ici, de venir discuter de MVX d'autant plus et de DeFi d'autant plus. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir et de parler de l'écosystème quand il sera encore plus grand. Merci à tous, je ne fais pas plus long, c'était génial. Merci Matt. Foudre. Pareil, je vais être court, merci pour l'invite, Jam, ça faisait longtemps que j'étais pas venu, ça fait plaisir. Et quand tu veux, on se reprogramme ça pour parler de ce que tu veux, de DeFi, de blockchain. C'est avec plaisir. Allez, c'est noté les copains. Encore merci. Je vous souhaite un bon week-end et puis je vous dis à très bientôt.